Mais ouais, les premiers jours, donc il y a eu cette traversée de lac qui vraiment nous a marqué. Et en fait, dès le deuxième jour, je me suis blessé. La glace fissure autour de moi. Rien que la pensée de se retrouver dans le lac avec la poulka qui t'attire dans le fond, c'était terrifiant sur le moment. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette expérience, c'est le manque de tout, en fait. Le manque de confort principalement, le manque de nourriture. Tu rentres différent parce que... Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Marius, et alors Marius il a vécu une aventure assez incroyable. On va savoir tout ça pendant cette nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Comment vas-tu, Marius ? Salut François, écoute, je vais très très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. Eh ben écoute, c'est d'autant plus un plaisir parce que c'est une démarche que tu as eue que j'aime beaucoup. Tu m'as envoyé un mail, tu m'as dit j'ai vécu un truc assez dingue et j'aimerais le partager. Et moi j'aime beaucoup ça, l'idée d'avoir réalisé une aventure. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Assez incroyable, et puis d'avoir envie de le transmettre, de le partager, de faire vivre son aventure au travers d'un média qui est le podcast. En plus, on a le temps de bien le détailler, cette aventure, enfin la détailler. Avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Marius, j'ai 25 ans. Je suis originaire du Mans à l'origine. J'ai grandi là-bas, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes amis. Bon, maintenant certains ont bougé, mais voilà, en tout cas, j'ai mon cercle proche qui se trouve là-bas. J'ai suivi des études de STAPS pour commencer. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, on va dire, de ma vie. Donc j'ai suivi un petit peu là le choix du cœur, en fait, en suivant mes passions qui à l'époque étaient le sport. Donc je me suis orienté en management du sport. J'ai suivi cette licence pendant 3 ans, puis je me suis orienté vers un master de tourisme d'aventure. Donc un parcours un peu atypique qui m'a permis de voyager un peu à travers le monde, de vivre différentes expériences à l'étranger, de rédiger également un mémoire de recherche sur le profil sociologique et psychologique des aventuriers de l'extrême. Et j'ai travaillé ensuite 3 ans dans la conception de voyages d'aventure. Et à côté de ça, je vivais moi-même des petites aventures à mon échelle. Et voilà, et aujourd'hui, je vis sur Annecy, cette belle capitale outdoor. Et je suis là à te raconter tout ça sur le podcast. Alors, je savais pas que ça existait, ce master en tourisme d'aventure. En quoi ça consiste exactement ? T'as été faire quoi pendant ce master ? Alors, en fait, j'ai réalisé ce master déjà à Saumur, donc une petite ville à côté d'Angers. C'est un master plutôt, on va dire, assez pluridisciplinaire dans le sens où en fait, ça reste assez général. Tu apprends les bases du management, les bases du marketing, de la communication, du tourisme. Tu as beaucoup de géographie, voilà, d'histoire un peu liée au tourisme, au voyage. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, je trouve, dans ce master, c'était déjà la qualité des intervenants, mais aussi cette possibilité de partir faire des stages à l'étranger, puis vraiment de baigner dans ce milieu, on va dire, du tourisme d'aventure, qui est une niche, disons, dans le monde du tourisme général. Et comme je te le disais au départ, moi, je me suis orienté vers STAPS parce que j'avais cette passion, on va dire, pour le sport de manière générale, et euh, allier finalement cette passion du sport avec cette passion du voyage. Pour moi, le tourisme d'aventure, c'était juste le parcours parfait à suivre parce que ça représentait ces deux passions. Donc voilà, en fait,
un master avec plein de matières communes, disons un socle assez général, mais avec tout de même, en tout cas, des connaissances sur ce milieu-là qui voilà, est assez peu, on va dire, exploré en France par rapport à d'autres pays. Mais voilà, c'était vraiment intéressant. Et alors, c'est quoi, parce que tout de suite, quand tu parles d'aventurier de l'extrême, on pense tout de suite Mike Horn. Mais j'imagine qu'il y a des steps avant ça. C'est quoi l'aventure? L'aventure, c'est, en tout cas pour moi, par définition, l'aventure, c'est ce qui doit advenir. C'est ça en fait. C'est se lancer dans quelque chose avec une certaine composante qui est l'inconnu. C'est faire un premier pas. L'aventure, ça peut être plein de choses. Ça peut être bien sûr à la Mike Horn, traverser l'Amazonie seul pendant des dizaines et des dizaines de jours, voire des mois entiers. Mais ça peut être aussi lancer un podcast. Ça reste une aventure. C'est pour moi se lancer dans un projet avec pour principale composante l'inconnu. Mais voilà, ça représente, c'est très divers et varié en fait l'aventure. Comme certains aiment dire, en fait, à chacun son Everest. Et l'aventure, pour Mike Horn, ça va être de traverser l'Antarctique, tandis que pour d'autres personnes, ça peut être simplement de voilà faire un premier pas, se lancer dans un projet, entreprendre. Enfin voilà, c'est assez différent selon les points de vue, je dirais. Mmh. Parce que j'ai fait récemment une émission enfin j'ai participé à l'émission qui est diffusée sur Ushuaïa TV, qui est présentée par Gérald Ariano et qui parle de micro-aventure. Mm. Je sais pas si tu connais cette émission. De nom comme ça, non, ça me parle pas. Après, le principe de micro-aventure, c'est vrai que ça explose pas mal enfin, en France depuis 2-3 ans, je dirais. Ouais, ça fait plus de 10 ans, eux, qu'ils font 14 ans, je crois exactement, qu'ils font leur émission. Et ils disaient, ouais, effectivement, que dans les dernières années, et je pense que le Covid a bien aidé tout ça. Et je connaissais même pas ce principe de micro-aventure avant de participer à cette émission. Et Ok. c'est très chouette, en fait, parce que ça te permet d'aller découvrir, en fait, des trucs qui sont juste autour de chez toi sur une journée, et puis de te sortir un peu de ton train-train quotidien. Et ça aussi, c'est l'aventure. Exactement, ouais, ouais, c'est vraiment dans l'air du temps. Tu vois, on n'a pas besoin justement d'avoir le matos dernier cri, de prendre un avion et de s'envoler à l'autre bout du monde pendant 3 mois pour vivre une aventure. C'est valoriser en fait des aventures beaucoup plus locales, à proximité de chez soi, et sur un week-end ou sur 3 jours, tu peux finalement avoir ces sensations qu'on a en aventure de dépaysement, de dépassement de soi, de reconnexion à la nature. Toutes ces dimensions, finalement, on peut les retrouver à 30 minutes de chez soi. On prend un vélo, on roule pendant 2 heures, ou on va faire une rando dans le parc le plus proche de chez soi. Et toutes ces notions liées à l'aventure, tu peux les vivre. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte ces derniers temps, ces dernières années, que oui, la micro-aventure existe, et que certes, t'es moins en immersion euh, que pendant des longues aventures ou dans des entreprises plutôt risquées, mais en tout cas, tu connais ces sensations en fait juste de déconnexion de ton quotidien. Tu sors véritablement de ta routine, on va dire, quotidienne, et puis tu t'évades le temps d'un week-end. Et ça, c'est juste parfait pour faire un premier pas dans le monde de l'aventure. Ou même, comme je te le disais, pour certains, c'est ça l'aventure, c'est partir 3 jours déconnecté du quotidien, et c'est juste parfait. Mmh. C'est sûr quand on n'a pas tous eu la même éducation, peut-être tournée vers la nature, vers des sports, vers de la liberté, et ben, finalement, c'est ça, d'aller faire une première étape vers cette petite micro-aventure. Toi, quelle était ton enfance? Tu as eu tu avais des parents ou tu as des parents qui sont sportifs aventuriers ou au contraire, pas du tout? Eh bien, pas vraiment, en tout cas pas dans le sens où, enfin, tu vois, comme je te le disais, j'ai grandi au Mans, donc loin de tout élément naturel, disons, loin, enfin, j'étais pas à proximité de l'océan, j'étais pas à proximité de la montagne, donc moi, enfant, j'ai fait des sports, disons, classiques, du foot, du karaté, enfin, rien ne me prédestinait, on va dire, à mettre un pied dans le monde de l'outdoor. Bien que déjà étant enfant, j'étais toujours dehors, tu vois, je prenais toujours mon vélo, je faisais le tour du village, j'allais en forêt. Moi, j'adorais déjà, j'avais déjà ce rapport, on va dire, assez proche de la nature.
mais j'ai eu une enfance et une adolescence particulièrement classiques. Voilà, moi j'étais plutôt un citadin, hein. Je vivais à la campagne chez mes parents, mais j'étudiais en ville. J'ai grandi en ville. Tous mes week-ends, je les passais en ville. Donc il y a vraiment eu un élément déclencheur dans mon parcours et il est arrivé plutôt tard. Parce que c'est arrivé à l'âge de 18 ans quand j'étais en STAPS. Je commençais mes études de STAPS et j'ai un ami, Florian, du coup, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est avec lui que j'ai vécu cette expédition Iseken au Sarek. Mais c'est Florian qui m'a proposé comme ça, un peu naïvement, tiens, est-ce que ça te dit cet été de partir faire le GR20, tu vois, donc cette traversée de la Corse du nord au sud. Moi, je connaissais absolument pas donc tout ce milieu outdoor. Je ne connaissais pas le principe même de randonnée sur plusieurs jours, l'itinérance. Ça m'était totalement inconnu et moi, voilà, sans grande préparation, sans quoi que ce soit, j'ai accepté directement sa proposition. J'ai simplement tapé GR20 sur Google, j'ai vu des belles images, je me suis dit, ok, d'accord, bon, je t'accompagne, on va aller faire ça. Et puis on est parti à trois sur cette aventure et en fait, elle a été transformatrice. Enfin, je suis rentré de cette aventure totalement différent et avec un regard totalement autre sur ce monde-là, en fait, sur la nature, sur le rapport qu'on peut avoir à la nature et en fait, j'ai pris conscience à quel point dans nos vies citadines, on peut être déconnecté justement de cette nature. Et c'est à partir, je pense, de cette expérience-là que j'ai totalement revu ma façon de vivre, d'habiter le monde et c'est ça, c'est vraiment ce GR20 qui m'a, on va dire, qui a été le point de départ de justement tout mon parcours lié à l'outdoor et à l'aventure. Alors, tu as fait le GR20 à 18 ans, c'est ça? Je devais avoir 19 ans peut-être, c'est ça. C'était Ouais. ouais, c'était entre ma L1 et ma L2 STAPS, donc c'est ça. Je devais avoir 19 ans à l'époque. Comment ça s'est passé ce GR20? Ça a été une épreuve dure? Vous l'avez fait sur quel format? Moi, je l'ai fait 2 fois le GR20, mais Ok. en mode plutôt rapide. Une fois en 5 jours et l'autre fois en 3 jours. Heu Ok. et Non, et je te rejoins sur le fait que ça te reconnecte à la nature et ça te fait prendre conscience que tu as pas besoin de grand chose pour vivre. exactement. Bah déjà, bravo parce que pour l'avoir fait en 13 jours, je peux comprendre à quel point l'épreuve doit être difficile de le faire en 3 ou 5 jours. Euh, c'est un parcours, enfin, que j'ai trouvé particulièrement dur. Comme je te le disais, c'était vraiment pour moi l'apprentissage de la randonnée. J'avais à ce moment-là zéro expérience de la montagne, des sentiers, de la randonnée pédestre. Enfin voilà, moi j'y connais strictement rien. Donc j'ai juste je me suis juste rendu chez Decathlon, j'ai acheté trois quatre affaires, tu vois, puis on est parti. À l'époque, on était très insouciants. Moi, je me posais pas vraiment de questions. Voilà, j'avais cette opportunité-là, je l'ai saisie, mais en fait, ça a été une expérience mais particulièrement rude parce que j'étais totalement déjà j'étais pas du tout équipé de la bonne manière. J'étais absolument pas prêt physiquement à tant d'efforts finalement et à avaler autant de dénivelé chaque jour. Et bon, ça a été un parcours un peu délicat. Dès le premier jour, voilà, déjà, fallait aussi gérer la gestion de l'eau. Je me souviens que moi, j'avais bu mes 2 litres d'eau au bout de 3 heures de randonnée. Il m'en restait 4. Le soleil tapait. Enfin voilà, c'était un calvaire. Les premiers jours ont été très durs parce que tu as toujours cette phase où tu dois t'adapter déjà à cet environnement. Tu découvres un peu la pratique en plus. Enfin, c'était particulièrement dur, mais voilà, en fait, avec un peu de force mentale et puis en plus avec le soutien. Donc, je suis parti avec Florian, mais avec Simon aussi, on était trois, donc on se motivait les uns les autres. Puis chaque jour devenait en fait un peu plus facile parce que le corps s'adaptait à l'effort, parce que tu t'adaptes aussi à ton environnement. Voilà, tu t'habitues à vivre en pleine nature. Mais oui, ça a été très dur parce que c'était un premier trek. C'est quand même 180 km avec quoi, 13 ou 14 000 mètres de dénivelé, positif et négatif. Donc forcément, des douleurs aux genoux. Enfin voilà, ça a été assez rude, honnêtement. Et Florian et alors ton autre ami, je sais pas si tu lui as donné son prénom, qui était Simon. là? Simon. Hem, C'était leur première aventure à eux aussi?
Alors Simon, oui, mais Simon, lui, il a toujours été habitué à justement faire de la randonnée avec ses parents étant plus jeune, donc c'est un milieu que lui connaissait, contrairement à moi. Et Florian, lui, ça a toujours été un gars aussi passionné d'aventure. Euh, Lui, il avait déjà réalisé un tour du Mont Blanc à pied, donc il avait cette expérience, disons, de la randonnée itinérante et puis enfin de bivouac et de vie un peu en pleine nature. Parce que nous, ce GR20, du coup, on avait décidé de le faire en totale autonomie. Donc, on avait quand même des sacs qui pesaient pas loin de 16-17 kilos chacun, avec la tente, avec toute la nourriture sur soi. On a essayé de pas se ravitailler dans les refuges. C'était une règle qu'on s'était instaurée. Bon, on a dû la, on a dû la braver quelques fois, Une parce qu'il y petite a eu des Pietra quand même, une petite Pietra. Ouais, la Pietra, on l'a goûté à la fin seulement, tu vois. Arrivé à Conca, on s'est dit, bon, allez, celle-ci, on peut se l'octroyer, je pense qu'on l'a bien mérité. Mais ouais, on est parti un peu, on s'est imposé des règles assez strictes parce qu'on voulait, pas qu'on voulait se compliquer la tâche, mais voilà, on avait envie de vivre cette aventure pleinement. Et au final, je pense que plus tu t'imposes des contraintes, plus tu t'imposes des règles, et plus en fait l'aventure devient intéressante parce que tu te restreins d'autant plus, donc la rupture avec ton quotidien est d'autant plus forte. Et moi, pendant ce GR20, j'ai vraiment connu la faim. Tu vois, je rêvais de nourriture la nuit, je pensais qu'à ça. Avec les gars, on parlait que de ça parce que on mangeait clairement pas assez sur le GR20. Tu vois, on a tous perdu entre 5 et 10 kilos sur 13, ouais, sur 13 jours. Donc c'est quand même c'est assez énorme. Et pourquoi, tu vois, on s'est imposé ça à l'époque, je sais pas vraiment, mais ça a rendu l'expérience d'autant plus marquante parce que en fait, tu crées des manques que t'as pas dans ton quotidien, le manque de confort, le manque de nourriture, le manque de tes proches, etc. Et c'est ce qui a rendu l'aventure, je pense, d'autant plus intéressante. Bah, c'est évident que quand, dans la difficulté, tu vis des choses, intenses, c'est là où tu crées des souvenirs inoubliables. Qui se souvient d'une journée classique où tout s'est passé, normalement, en fait, c'est une journée parmi tant d'autres, alors que Exactement. quand il se passe des trucs incroyables que tu as jamais vécu de ta vie avec des gens que tu apprécies, où tu partages des émotions, surtout sur une durée qui est longue, hein, 13 jours. C'est quand même assez long. Souvent d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me dit: «Ah bravo, 3 jours». Ouais, ouais, enfin moi j'avais un sac de 3,5 kg, je dormais et je mangeais dans les refuges, le faire avec 17 kilos sur le dos, pendant 13 jours dans un inconfort total, bravo aussi. C'était l'inverse en fait. Je respectais, les gens qui le faisaient en aussi longue durée. Je disais: «Bah ouais, mais moi demain je suis arrivé, hein. Toi tu as encore 5-6 jours». Ouais, c'est vrai que c'est deux pratiques totalement différentes finalement, tu vois, enfin, c'est deux manières de vivre une même expérience en fait. Enfin, tu vois, entre les ultra trailers qui vont le faire, voilà, entre 3 et 5 jours, finalement, moi, ce qui m'impressionne dans cet effort, bah, c'est l'accumulation chaque jour de tous ces kilomètres et de tout ce dénivelé que tu avales, en fait, en très peu de temps. Et moi, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que ça demande un effort, mais pour moi, qui est surhumain. Et de l'autre côté, bah, t'as ceux qui le font en mode trek et qui du coup sont, selon moi, peut-être plus en immersion parce que tu te réappropries un rapport au temps qui est différent. T'as vraiment le temps pour le coup de t'immerger, de te plonger vraiment dans les paysages et dans l'expérience. Donc c'est vrai que c'est deux pratiques totalement différentes, mais vécues sur un même sentier. Donc c'est assez drôle. Je te rejoins complètement sur l'analyse des 2 pratiques, alors est-ce que tu as un apprentissage sur ce GR20? Je sais pas, peut-être que quelqu'un qui nous écoute là, part, cet été, le faire, le GR20 et si tu avais quelque chose, que tu as fait qui était une erreur et que tu conseillerais de ne pas refaire? Il y a eu beaucoup d'erreurs à vrai dire parce que voilà, c'était ma première expérience. Donc déjà, moi, je suis parti avec un sac de couchage qui n'était clairement pas adapté aux températures qu'on a rencontrées parce que on peut se dire, ok, c'est la Corse, c'est l'été, donc les températures seront plutôt bonnes. Mais il faut savoir que tu es en altitude la plupart du temps et que les nuits sont relativement fraîches. Donc moi, j'avais un sac de couchage de température confort 15 degrés, je crois, ce qui était pas du tout adapté parce que les nuits peuvent tomber
proche de zéro en Corse même, enfin sur l'itinéraire. Et puis j'avais pas de matelas, j'avais simplement un tapis de sol, tu vois, donc avec une air value enfin, totalement faible et pas du tout adaptée. Donc les nuits étaient relativement fraîches, je dormais très mal, donc tu récupères pas, donc le lendemain tu te réveilles, t'es encore plus fatigué, enfin tu t'es pas reposé, donc ça rend l'aventure d'autant plus longue et d'autant plus fatigante. Donc si j'avais un conseil, c'est partir bien équipé, mais maintenant avec de l'expérience, enfin ça coule de source. Là c'est vraiment un conseil pour les néophytes, mais partir bien équipé, se préparer physiquement forcément, et puis voilà. Il n'y a pas eu d'apprentissage. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette expérience, c'est le manque de tout, en fait. Le manque de confort principalement, le manque de nourriture. Tu rentres différent parce que je me suis surpris, tu vois, à apprécier dans mon quotidien des choses toutes simples, à apprécier le fait d'avoir un lit confortable, d'avoir une douche, d'avoir un frigo rempli de nourriture, toutes ces choses-là qui, dans la vie quotidienne, sont de l'acquis, sont de l'ordre, voilà, des choses normales. Bah, finalement, quand tu t'extrais de tout ça, l'espace de quelques jours, tu rentres chez toi avec un regard neuf sur tout ce qui t'entoure, tu prends conscience de cette chance que tu as finalement et du confort qui nous entoure dans la vie quotidienne, et en fait tu l'apprécies d'autant plus, et c'est ça que j'aime bien, c'est me couper de tout ça, l'histoire de quelques jours, quelques semaines, pour revenir chez moi et réapprécier toutes ces choses qui m'entourent et en fait qui nous facilitent grandement la vie. Mais tu vois, est-ce que ça, c'est pas un truc qui est temporaire et que le naturel revient vite au galop? Quand je suis allé en Thaïlande, j'ai vu des gens qui vivaient tu vois, dans des maisons en tôle, hein, clairement, et où je me suis dit: «Purée, on a quand même beaucoup de chance d'habiter là où on habite avec tout notre confort». Et puis, bah, 1 semaine, 15 jours, un mois plus tard, finalement, ces gens, tu ne font plus partie de ta vie, parce que tu ne les vois plus, et du coup, tu as pas forcément ce rappel, tu vois, de cette chance que tu peux vivre, et du coup, toi, tu as dû repartir pour te remettre ça en tête, ou finalement tu le gardes toujours, Non, 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 en fait, je te rejoins vraiment là-dessus, hein. Clairement, c'est vraiment très éphémère, cette sensation. Ça dure que quelques jours, voire, allez, parfois une semaine, peut-être 10 jours. Mais non, non, je te rejoins totalement. C'est des choses, finalement. En fait, t'en prends conscience quand tu reviens, parce que tu retrouves tout ce confort. Donc, les premiers jours, t'es le plus heureux, finalement. Tu rentres d'une aventure, et puis tu retrouves tout ça. Donc, c'est génial. La sensation est vraiment, vraiment grisante. Mais ça disparaît. Donc, en fait, c'est comme si, voilà, il y avait l'aventure qui t'appelait de nouveau, et tu sens cet appel au plus profond de toi, et tu sais que tu vas devoir repartir bientôt pour justement te remettre dans cet inconfort. Et c'est ça, en fait. C'est un enchaînement d'aventures, et en fait, c'est un enchaînement ok, tu retrouves ton confort, mais c'est vrai que ça disparaît malheureusement. Mais moi, je pars du principe que ça reste quand même quelque chose qu'on doit cultiver, tu vois, cette gratitude envers ce qu'on a, et enfin vraiment prendre conscience au quotidien de la chance qu'on a d'avoir toutes ces choses, et d'essayer de se remémorer ça. Tous les matins, j'essaie de me dire, tu vois, même là, hein, ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis rentré du Sarek. Non, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Et encore ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai passé la nuit dans un lit confortable. Enfin voilà, prends conscience de cette chance-là. Donc je pense que ça se cultive aussi, ce sentiment, et il faut juste se le remémorer tous les jours, tous les jours. Et je pense que c'est plutôt du coup un mindset que j'essaie d'avoir moi dans ma vie quotidienne. et puis, comme on disait tout à l'heure au tout début du podcast, il y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre ce retour au confort. Tu peux juste aller camper dans un bois à côté de chez toi, et et puis vivre en fait ce «manque» entre guillemets de confort, ou ce retour au naturel. Donc du coup, le GR20, élément déclencheur. Ensuite, qu'est-ce que tu as eu envie de faire, ou comment s'est passée l'aventure? Du coup, je rentre de ce GR20, et donc c'est à ce moment-là où je termine mes études de STAPS et que je me lance dans ce master
en tourisme d'aventure parce que, bah, grâce, on va dire, au GR20, de par cette expérience, je me suis dit: «OK, très bien, le sport, j'aime ça, mais finalement, ce que j'aime par-dessus ça, c'est le sport en pleine nature» et j'avais, à cette époque aussi, fait quelques voyages à l'étranger, qui m'avaient en fait, pareil, construit un peu cet esprit, aventureux et je me suis dit: «Très bien, j'aime le sport, j'aime les voyages, bah, OK, bon, bah, tourisme d'aventure, ça sonne bien, je pense que je m'y plairais» et donc je me suis lancé là-dedans et encore une fois, tu vois, bah, Flo, mon pote, du coup, lui, a suivi aussi cette formation. Donc, ce master, on l'a fait ensemble. Et dans ce master-là, il y a cette spécificité que les mémoires de recherche se co-rédigent en fait à deux. Donc, on s'est tous les deux lancés dans ce projet de rédaction de mémoire autour des aventuriers de l'extrême. Et ça a été aussi dans la continuité en fait une réelle source d'inspiration parce que on a pu échanger et interviewer différents aventuriers francophones euh, plutôt reconnus. Et ça a été une réelle source d'inspiration parce que d'échanger avec eux plusieurs heures sur justement toutes ces notions d'aventure, bah, ça donne des idées, ça forge un peu plus cet esprit d'aventure et ça donne d'autant plus l'envie de réaliser ses propres aventures, ses propres expéditions. Donc à partir de ce moment-là, ça nous a plus jamais quittés. Et à côté de nos jobs respectifs avec Flo, on essayait de réaliser d'autres aventures. Donc moi, j'ai pu partir au Canada pendant plusieurs mois, 6 7 mois. Là-bas, j'ai vécu plein d'aventures en Gaspésie, dans les Rocheuses canadiennes. J'ai fait que en fait orienter ma vie autour enfin, de travailler d'un côté et puis sur mes temps libres, sur mes temps morts, sur mes vacances, sur mes congés, partir en pleine nature pour vivre des aventures. Et donc il y a eu cette phase au Canada, mais j'ai aussi vécu à La Réunion pendant 7 mois où là j'ai vécu plein d'aventures aussi à La Réunion. C'était juste fabuleux. Et, euh, et en rentrant en France, voilà, je me suis installé à Lyon dans un premier temps. Donc, tu vois, je me suis rapproché des Alpes. J'ai essayé de faire plein de, justement, micro-aventures dans les montagnes aux alentours. Puis, je me trouvais encore trop loin de cette nature, justement. Donc, je me suis maintenant installé sur Annecy. Voilà, je suis encore plus proche. Et j'essaie comme ça, chaque fois, on va dire, orienter ma vie pour avoir des temps morts pour pouvoir partir à l'aventure. Alors, quand tu vois, tu as répondu partiellement à une des questions que j'avais justement quand je t'écoutais. Je me demandais comment tu finançais toutes ces aventures, tous ces voyages, parce que s'équiper, voyager, il y en a beaucoup qui ont envie de le faire. Et finalement, là, il y a une des barrières, c'est l'argent, en fait, hein, clairement. Tu fais comment, toi? Bah, c'est une assez bonne question parce que je me la pose aussi beaucoup. Moi, jusqu'à présent, c'était assez simple dans le sens où toutes mes aventures étaient orientées autour de la randonnée principalement. Toutes mes aventures, moi, j'essaie de les faire à pied. Donc, se rendre dans un pays étranger, par exemple, moi, dans mon cas, le Canada ou la Réunion, c'était à chaque fois dans le cadre bah, du master, donc de stage d'études. Donc j'avais quand même une source de revenus. Ça me permettait moi de vivre bah, mon quotidien, que ce soit à Montréal ou que ce soit à La Réunion, à Saint-Pierre. Mais sur tous mes temps libres, où à chaque fois je prolongeais un peu les séjours. Enfin, dès que mes stages se terminaient, je restais un mois et demi de plus sur place pour justement profiter bah, d'être sur place pour vivre des aventures. Mais en fait, il faut savoir que ces aventures-là, elles sont pas vraiment onéreuses. En fait, tu as raison, en partie, il faut s'équiper, et ça, c'est indispensable, et c'est vrai que c'est très onéreux. Tout mon matériel, moi, je l'ai vraiment acquis au fur et à mesure des années. Enfin, tu peux pas te permettre, tu vois, à 19 ans, d'acheter tout un équipement dernier cri. C'est des choses qui coûtent extrêmement cher et en fait, bah, tu te les procures au fur et à mesure des années. Mais sinon, les aventures en elles-mêmes sont assez peu onéreuses parce que tu vois, parfois je pars sur une semaine, parfois 10 jours, parfois 15 jours. Mais en fait, comme on dort en bivouac à chaque fois, comme je mange
peu, ou en tout cas, enfin, des repas lyophilisés, ou des soupes, des pâtes, enfin voilà, des choses. euh, et, euh, et en fait, c'est ça, pendant 15 jours, tu vis en pleine nature, donc tous tes besoins sont plus ou moins comblés. Enfin, tu vois, t'es pas dans la frénésie d'une ville où justement tu peux, t'es tenté de faire des achats compulsifs ou autre. Là, tu vis très simplement. Et en fait, c'est ça que j'essaie moi de faire dans toutes mes aventures, c'est d'avoir un mode de vie très simple basé sur justement les essentiels de la vie. Et, euh, et donc, à part ce côté équipement et parfois, bon, le prix des billets d'avion ou des billets de train, dépendamment d'où tu vas faire ton aventure, mais l'équipement, c'est quelque chose qui se garde. Donc, une fois que tu es équipé pour les aventures estivales et pour les aventures hivernales, finalement, t'as pas grand-chose à racheter de plus. Donc, à part les transports, bah, tu vois, sur place, tu dépenses rien parce que t'es en autonomie totale. Donc, j- à faire des aventures où finalement tu te prives un petit peu, t'arrives à réduire le coût. Très clair. Non, c'est vrai qu'on se met souvent une barrière parce qu'on pense que ça va être impossible, ça va être, enfin bref, c'est peut-être aussi des excuses qu'on se donne, quand on veut pas vraiment le faire ou qu'on a peut-être un peu peur de se lancer. Mais finalement, quand on y va, progressivement, petit à petit, comme tu l'as fait, en s'équipant progressivement et puis en commençant en allant pas très loin de chez soi, pas trop longtemps sur ses temps de vacances, et ben, finalement on y arrive. Hem, comment est-ce que tu es passé, parce que là, tu vois, tu nous as parlé du GR20, de la Réunion, l'Espagne, enfin bref, ce sont plutôt des destinations qui sont, dans des climats, tempérés qu'on connaît, hem, et quand tu pars sur des voyages, en Islande où là, ton aventure au Sarek, on est dans des conditions qui sont moins connues, pour des Européens. Heu, c'est complètement autre chose en fait, il y a des modes de vie, il y a des pratiques qui s'apprennent. Comment est-ce que tu as fait cette bascule, cette transition ou ces apprentissages? Comment tu t'y es pris? C'est intéressant comme question, tu vois. Je parlais de la Réunion. Et j'ai vécu là-bas quand même 7 mois, donc comme tu le disais, c'est vraiment un environnement, un climat bien particulier. Et je crois que j'ai pris trop le soleil pendant ces 7 mois et j'avais vraiment envie de froid, en fait, de changer totalement de climat. Et en rentrant de la Réunion, je suis directement parti justement en Islande avec ma copine. Là, c'était pas vraiment une aventure à proprement parler. Enfin, en tout cas, c'était plutôt une aventure motorisée. On a juste loué un camper van, puis on a fait tout le tour de l'Islande en faisant quand même des randos tous les jours, mais voilà, tu vois, on avait ce moyen, enfin ce véhicule, ce moyen en fait de se déplacer qui est relativement pratique. Mais ça a été pour moi déjà ce voyage en Islande une première, on va dire, découverte de ces territoires un peu polaires. Et je suis tombé amoureux en fait de ces paysages, de cette nature, ces grands espaces, ces montagnes, ces icebergs, ces lagunes glaciaires. Enfin, pour moi, ça représente vraiment la nature au sens propre du terme. C'est des paysages qu'on a tellement pas l'habitude de voir, nous, par chez nous, qu'en fait, j'ai simplement été fasciné par ça. Et c'est ce qui a induit un peu tout le reste. À la fin de ce voyage, je suis rentré en France avec cette volonté en fait, me former sur, on va dire, un peu ces territoires polaires et de travailler en fait sur ces destinations. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un job en concepteur de voyages d'aventure interpolaire dans une agence lyonnaise. Et pendant 2 ans, j'ai pu en fait conseiller des voyageurs qui voulaient découvrir ces territoires-là, donc l'Islande, le Groenland, le Spitzberg, la Norvège, la Finlande, la Suède, toutes ces destinations nordiques finalement. J'ai été amené à me former sur ces territoires, j'ai été amené à créer des séjours enfin, sur ces territoires-là, à faire voyager en fait plein de gens dans ces destinations. Et, et en fait, de là, c'est créé comme une frustration de moi en fait, de ne pas pouvoir m'y rendre. Finalement, il y avait beaucoup de gens, grâce à mon intermédiaire et à l'intermédiaire de l'agence, qui pouvaient découvrir ces territoires. Puis j'avais leur retour. Puis, enfin, tu vois, je puisais dans ces retours de voyageurs qui me disaient, mais c'était un voyage juste fantastique, juste fabuleux. Merci pour tout, merci pour l'organisation. C'était le plus beau voyage de notre vie.
Et donc moi, de là, je me dis, mais ok, c'est super ce que je fais, je suis ravi d'avoir ces retours-là. C'est vrai que maintenant, j'aimerais moi aussi, même par légitimité, pouvoir me rendre dans ces destinations. Je connaissais le Canada, je connaissais l'Islande, mais voilà, pas dans leur entièreté. Euh, et donc de là, en fait, est née vraiment cette envie profonde de découvrir ces territoires. Et de là, en fait, est né le projet Expédition Iseken en Suède, qu'on pourra aborder plus tard si tu veux. Mais voilà, c'est un long cheminement. Les choses ne se font jamais en un claquement de doigts. C'est toujours un long cheminement. C'est beaucoup de réflexion. C'est des chemins que tu empruntes et c'est des choix aussi des choix de carrière peut-être, des choix de vie que tu fais pour essayer d'orienter justement bah, ta vie vers ces choses-là qui t'attirent véritablement. Moi, en l'occurrence, c'était les terres polaires. Donc, je me suis donné les moyens d'en apprendre davantage sur ces pays-là et, euh, et, euh, et en fait, voilà, d'orienter ma vie pour un jour découvrir par moi-même ces pays-là. Mmh. C'est intéressant en fait comme, on voit que tu te donnes, les moyens à chaque fois en fait, progressivement, petit à petit, et que voilà, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de persévérant, et que quand tu as envie de quelque chose, tu réussis à l'obtenir, mais intelligemment, sans y aller comme un bourrin. C'est un sentiment que j'ai là en t'écoutant. Et du coup me vient une question avant qu'on aborde, l'expédition évidemment, on va en parler parce que j'ai devant mes yeux, des belles photos que tu m'as transmis. Mhm. Hem, j'ai envie de te poser et je voulais te la poser à la fin de notre entretien, mais je vais te la poser maintenant cette question. Comment est-ce que ton entourage, proche, tu vois, tes parents, tes amis, qui sont pas voyageurs comme ça, qui sont pas aventuriers, de l'extrême, parce qu'on là, on commence quand avec ton expédition Hisoken, on parle d'extrême quand même, hem, te perçoivent ces aventures? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont comment ils vivent ça? C'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir un entourage avec lequel je peux vraiment communiquer en toute transparence et je suis relativement proche de ma famille, de mes amis et on aborde tous ces sujets-là qui sont pas toujours évidents. Et j'avais moi-même posé la question aux différents aventuriers de l'extrême à l'époque que j'avais pu interviewer parce que c'est vrai que c'est une notion à laquelle on pense pas spécialement, mais quand tu pars sur ce genre d'aventure, t'es sans réseau, t'es sans contact, t'es injoignable et généralement t'es dans des postures où bon, t'es plutôt en position un peu délicate ou inconfortable. Donc c'est vrai que ça peut engendrer un certain stress déjà chez toi, mais en fait chez tes proches aussi. Il y a ce fameux stress collatéral, ce stress que toi tu peux ressentir avant un départ. Il faut absolument, enfin, il faut éviter de le retransmettre à ses proches. Et c'est toute une gestion finalement parce que tu vois, la famille proche forcément, ça crée de l'inquiétude, ça crée de l'anxiété, du stress, parce que bah, de savoir que je pars par exemple là pour l'expédition Iseken en plein milieu du désert glacé du Sarek, que potentiellement je vais tomber dans des tempêtes ou qu'il fera moins 20 degrés et que je serai dans une toute petite tente, bah c'est pas toujours très rassurant pour la famille, pour les amis. Donc il y a toutes ces phases d'échange avant le départ, pendant la préparation de l'expé où en fait tu les rassures. Tu essaies de leur dire déjà pourquoi tu fais tout ça. Une fois qu'ils entendent ce pourquoi, déjà ils intègrent un peu mieux les choses et je pense qu'il faut aussi leur montrer à quel point tu es en fait à quel point dans la préparation tu fais les choses de façon on va dire rigoureuse parce que quand ils se rendent compte qu'il y a une vraie préparation, que tu fais pas les choses à l'arrache, que tout est bien calculé, maîtrisé, déjà c'est rassurant pour eux. Donc il faut absolument les rassurer sur tous ces aspects-là. Tu leur expliques ce que tu vas faire, pourquoi tu le fais, dans quelles conditions tu vas vivre tout ça. Et ensuite tu les rassures. Tu leur dis que voilà, tout va bien se passer, que comme c'est un parcours qui est assez progressif, bah finalement il y a des expériences qui se sont très bien passées bah, par le passé. Donc, ça les rassure aussi de savoir qu'il y a de l'expérience derrière et que
et que oui, je me renseigne parce qu'il y a toute une phase de documentation. Tu pars pas dans le Sarek sans t'être renseigné sur le lieu, sur l'environnement, sur le climat, tout ça. Donc il y a toute cette phase de documentation. Tu peux partager à tes proches tes recherches, ce que tu as trouvé, voilà. Enfin, et c'est par ce jeu d'échange et de communication, mais c'est comme tout dans la vie. À partir du moment où tu communiques correctement et que tu expliques l'essence même de ton projet et de pourquoi tu le fais et dans quelles conditions tu vas le faire, je pense que ça rassure son entourage. Après, comment ils me perçoivent? Bah, ils me perçoivent un peu comme un fou qui fait des choses totalement hors du cadre classique. Euh, pour beaucoup, ça peut, enfin, tu vois, il y a une certaine fascination qui se cultive autour de tes projets ou de ta personne, donc c'est assez particulier à gérer parce que pour moi, ou tu vois, enfin, je prends Flo aussi par exemple parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, mais pour nous, il y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on fait. Simplement, on vit nos passions, on vit ce qu'on aime faire, et puis voilà. Mais c'est presque de l'ordre de la normalité pour nous, et donc il faut toujours se détacher de cette fascination qui parfois est un peu débordante, et ne pas prendre ça trop à cœur, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est extraordinaire, mais pour nous, c'est de l'ordre de l'ordinaire. Et nous, on peut tout autant être fasciné par des choses que d'autres personnes réalisent, et alors que pour eux ou pour elles, ça va être la normalité. Donc tout est une question de point de vue, j'ai l'impression. Mmh. Et puis je crois aussi que l'entourage s'habitue un petit peu aussi à ça. Tu vois, j'en discutais avec Vanessa Morales, qui est alpiniste, et dans l'épisode 150 du podcast, euh, où finalement elle disait que sa famille s'était habituée en fait à la voir dans des situations parfois dangereuses, et puis que finalement quand elle était en difficulté, elle appelait et puis ouais, ok, on arrive. Enfin, il y avait pas de gros stress de la part de sa famille, de son entourage. Ok, bah oui, on a souvent peur de ce qu'on connaît pas, donc je pense que la communication avec son entourage, elle est primordiale pour leur expliquer exactement ce qui se passe, où tu vas, Mm. pourquoi. Et d'ailleurs, pourquoi alors? Pourquoi tu fais tout ça? Mais ça, ouais, c'est assez compliqué, honnêtement. On y réfléchit toujours, puis j'ai l'impression que les motivations, elles évoluent avec l'âge et avec les expériences. Mais j'ai peut-être un début de réponse à tout ça, c'est que forcément, déjà, on veut enfin, je pense que derrière tout ça, il y a vraiment une question de curiosité. Je pense que je suis vraiment quelqu'un de très, très curieux, et tu vois, j'ai envie de me découvrir moi, mais j'ai aussi envie de découvrir cette planète sur laquelle on est comme ça un beau jour, tu vois, et enfin, je pense il y a vraiment cette curiosité d'aller explorer d'autres choses, de découvrir aussi d'autres manières de vivre. Puis dans l'aventure, t'es tellement, on va dire, enfin, ouais, t'es tellement mis parfois à rude épreuve, ou en tout cas tu connais des telles situations d'inconfort et de fatigue que tu te découvres toi aussi plus en profondeur. C'est souvent dans les moments durs ou dans l'adversité que tu découvres un peu réellement enfin, qui tu es et ce que tu es capable de faire aussi. Donc je pense que ce pourquoi, moi, c'est déjà explorer des territoires qui me fascinent. Ça, c'est vraiment une raison toute simple, hein, c'est voilà, s'immerger dans des paysages absolument sublimes, dans cette nature. J'ai ce besoin en fait d'être connecté plus ou moins à la nature. Donc ça répond en partie à la question, mais j'ai aussi ce besoin de me confronter à des situations parfois inconfortables, parfois indélicates, euh, pour, je pense, me sentir réellement vivant. Parce que, ouais, je pense que ça, c'est une des motivations aussi, parce que dans la vie quotidienne, tu vois, on peut très vite tomber dans une routine où tu vois, où en fait, enfin, t'es là, mais sans réellement être là. Et en fait, moi, j'ai pas du tout envie de subir ma vie ou de passer à côté de ma vie. Ça, je pense que c'est une de mes plus grandes peurs, de me retourner, tu vois, et de me dire, waouh, en fait, j'avais cette opportunité de vivre pleinement et je l'ai pas fait. Et ça pourrait être un regret plus tard. Donc, j'ai envie pas d'être dans la surconsommation d'expériences. Ça, c'est clairement pas mon but, mais en tout cas de multiplier quelques expériences riches, intenses, qui me permettent de me sentir vraiment en vie
et de me dire, bah voilà, t'as monté tout ce projet-là, tu l'as vécu, et maintenant c'est quelque chose que tu vas garder à vie, parce que tu te crées des souvenirs qui sont impérissables, tu ressens des émotions que tu ne ressens que très rarement, voire jamais dans la vie de tous les jours. Et, et je pense que c'est le propre de l'humain, c'est le fait de ressentir des émotions, tu vois, la peur, presque parfois la terreur dans certaines situations, mais aussi l'émerveillement, la contemplation. C'est des choses qui peuvent se cultiver dans la vie de tous les jours, mais on n'est jamais plus nous-mêmes, j'ai l'impression, qu'en aventure, et on sort un peu de toutes les injonctions de la société, et ça nous permet de, ouais, voilà, c'est ça, de vraiment profiter de ces environnements incroyables, et de partager en plus des aventures, parce que moi je pars jamais seul, je pars toujours accompagné. Donc finalement, c'est aussi des moments de partage, mais qui sont tellement forts. Et on n'est pas sur, tu vois, le partage d'une bière en terrasse qui est très cool, honnêtement. Mais on est sur Très, très cool, qui est très, très cool. on est sur une autre dimension de partage, et, et ça crée des liens, mais des liens tellement forts. Enfin, tu vois, que ce soit Simon ou Flo, moi maintenant, c'est devenu des personnes avec qui on a tellement de souvenirs en commun, d'aventures, de moments un peu périlleux ensemble, que ça renforce les amitiés, et, et ça vaut tout l'or du monde. Alors j'ai plusieurs questions là, tu vois, avec tout ce que tu viens de me dire. Hem, par laquelle je commence? Allez, en fait, je me demande par laquelle je commence parce que j'ai peur d'oublier l'autre, en écoutant ta réponse. Hem, j'ai reçu Alain Cailleux, sur le podcast. Il est aussi aventurier. Il est un peu plus âgé que toi, un peu plus âgé que moi. Il a, je sais pas, entre 40, 45 ans. Je voudrais pas le vexer, Alain, si tu nous écoutes. Il a fait notamment le marathon des sables en tongs. Il a cette, Waouh. particularité de faire des aventures comme ça où il part avec sa paire de tongs et il traverse des pays, enfin bref, il est assez incroyable aussi. Hem Et comme il est un peu plus âgé, il a, une contrainte, que j'ai pas l'impression que tu n'aies, du moins tu en as pas parlé. Il a des enfants. Hem Socialement, c'est compliqué de se dire, «Je pars, je laisse mes enfants, ma famille, à la maison». Toi, tu n'as, j'ai l'impression encore une fois, pas encore cette contrainte, entre guillemets «contrainte». Comment est-ce que tu vois ça pour l'avenir? Est-ce que tu y as déjà pensé? J'ai entendu que tu avais une copine. Comment est-ce que tu vois ça pour l'avenir? C'est vrai que j'ai l'impression, mais je parle vraiment sans expérience, parce que non, je n'ai pas d'enfant. Et oui, j'ai une copine, mais j'ai l'impression que effectivement avoir une vie familiale complète, disons, ça peut compliquer les choses, mais enfin oui et non. En fait, j'ai l'impression que, en tout cas moi personnellement, peut-être mais encore une fois, je parle sans connaissance de cause, mais peut-être que ça pourrait me freiner. Après, je pars jamais très longtemps. Donc finalement, tu vois, même dans un travail un peu plus classique, enfin, on peut être amené à partir en rendez-vous pro, ou tu vois, pendant une semaine, pendant 2 semaines. Donc finalement, s'extirper de son quotidien et de sa famille, l'histoire de 10, 15, allez, 21 jours, je trouve pas ça très dérangeant. Euh, Après, ça peut devenir plus compliqué si enfin, tu vois, si t'es un aventurier, un vrai aventurier, et que tu pars sur des temps beaucoup plus longs, tu vois. Certains aventuriers partent 2 mois, 3 mois. Là, c'est vrai que ça commence à être compliqué de jumeler cette vie de famille et cette vie d'aventurier. Ça peut être compliqué émotionnellement pour les enfants notamment, mais aussi pour ta compagne ou ton compagnon. Ça peut poser des problèmes. Dans le monde de l'aventure, en l'état actuel, j'ai en tête des aventuriers qui ont aussi une vie familiale, et qui justement communiquent beaucoup sur les réseaux, sur comment en fait jumeler ces deux choses-là, et j'ai l'impression que c'est des choses qui se font. Euh, il faut pas, je pense, que ça devienne un frein. En fait, enfin, le but, j'imagine, c'est de pouvoir
et avoir une vie de famille et avoir une vie qui te soit épanouissante dans le monde de l'aventure si c'est ce qui te plaît. Mais comme dans tout, c'est des ajustements, je pense qu'il y a des justes milieux qui peuvent se trouver. Et moi, honnêtement, j'ai pas encore réfléchi à ça parce que je m'estime beaucoup trop jeune encore. Ça arrivera peut-être, hein, probablement, si cette passion ne me quitte pas d'ici là. Je pense que j'aurai encore des envies d'aventure et avoir des enfants, c'est aussi une aventure à vivre. Enfin, donc après, tu te débrouilles avec ces deux aspects-là. Bon, peut-être que je pourrais t'en dire plus quand j'en aurai, mais là pour le moment c'est compliqué. Mais je pense que voilà, c'est voilà une question d'ajustement et de trouver des compromis qui conviennent aux deux parties, parce qu'il faut aussi prendre en compte la vie de la personne qui t'accompagne et puis de tes enfants, forcément. Je pense que encore une fois, c'est une question de communication. Puis si c'est trop compliqué pour l'entourage, peut-être que c'est à toi de faire des compromis sur ta passion. Je j'ai pas vraiment de réponse à ça, honnêtement. Mmh. Ouais, c'est un sujet qui est assez compliqué et tu reviendras dans 10 ans pour nous dire, Exactement. parce que évidemment le podcast d'ailleurs, peut-être que vous nous écoutez en 2032 et sachez que On a fait un bond dans le futur. et le podcast, faut le prendre comme ça, hein, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là. Là, on enregistre en avril 2022. Peut-être que vous nous écoutez en 2030, 2032, peut-être, on ne sait pas. C'est historique ce qui se passe. Exactement. Et alors la deuxième question que j'avais, tu vois, je l'ai pas oubliée, Ah. c'était, de savoir justement, tu pars jamais seul, et pourtant dans ces aventures-là, il y a un élément qui est quand même ultra important, c'est les personnes justement avec qui tu pars. Tu as intérêt à bien t'entendre parce que si ça se passe pas bien, ça peut être dramatique. Alors ça s'est fait assez naturellement, j'ai l'impression, et assez progressivement. Mais comment est-ce que vous vous êtes trouvés, choisis, et est-ce que tu aurais encore une fois peut-être des apprentissages sur la gestion comme ça à deux ou à trois pendant des périodes d'aventure? Hmm. Ouais, mais en fait, moi je suis déjà, enfin, j'ai eu, pour en revenir au fait de pourquoi je pars pas seul, j'ai eu on va dire une petite mésaventure à La Réunion, où en fait, dès que je suis arrivé sur l'île, j'ai tout de suite voulu aller faire cette ascension du plus haut sommet de l'île, qui est le Piton des Neiges. Et donc et je voulais, en plus, je m'étais fixé l'objectif de bivouaquer au sommet. Et je suis parti seul enfin en fait c'était sur un week-end, hein, clairement, pour le coup c'était clairement de la micro-aventure. Je suis parti très tôt le samedi matin et le dimanche soir j'étais rentré, donc c'est une parenthèse, ça passe extrêmement vite, mais finalement c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis retrouvé donc au sommet de ce fameux Piton des Neiges. J'ai passé une nuit juste atroce parce qu'encore une fois j'étais parti sous-équipé, donc j'ai eu extrêmement froid toute la nuit, puis il y avait un vent qui soufflait, c'était assez intense. Très peu de protection au sommet contre le vent, parce que forcément autour de toi il y a rien qui est plus haut, donc le vent passe énormément. Et en fait c'est surtout sur la redescente où j'ai emprunté un autre chemin que celui que j'avais pris à l'aller, et sans me soucier de si j'allais trouver de l'eau ou pas. Et en fait j'ai vécu un calvaire de plus de 8 heures, où je me suis retrouvé en fait à randonner sous un cagnard en fait à la limite de l'insolation. Et je trouvais pas d'eau, je croisais personne, j'étais seul sur ce sentier pendant des heures et des heures et des heures. Et en fait je commençais vraiment à perdre un peu la tête, dans le sens où j'avais des hallucinations enfin sonores. Je commençais à entendre des voix, je commençais à entendre des torrents, parce qu'en fait je pensais que dans mon cerveau était bloqué sur cette notion de il te faut de l'eau, et j'entendais des torrents comme des fleuves, et je me disais ok, là au prochain virage je vais tomber sur une rivière, c'est génial, je vais remplir mes gourdes, je vais plonger dedans tant j'avais chaud. Et en fait à chaque fois c'était la désillusion, je prenais le virage mais il y avait strictement rien, j'étais comme dans un enfer vert où il y avait strictement rien. Et ça a duré pendant plusieurs heures. Et donc fallait que je garde mon sang-froid, et j'avais conscience de ces hallucinations, et ça commençait à me faire un peu peur. Puis, tu vois, j'entendais des voix, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était croiser des gens qui, enfin, potentiellement pouvaient me dépanner un peu d'eau. Et donc, j'entendais ces voix de personnes, j'entendais des enfants rigoler. Je me dis, ok, prochain virage, je vais croiser une famille, je vais croiser des enfants. Puis à chaque fois, non, il y avait strictement rien. Donc, c'était assez effrayant. Puis, ça a duré, voilà, toute l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'à ce que je tombe sur
un parking où il y avait justement des randonneurs qui eux aussi avaient fini leur journée de marche. Et donc là, enfin, ils m'ont donné ce qu'ils avaient en eau. J'ai descendu 1 litre d'eau d'une traite. J'arrivais plus à parler. Clairement, j'étais pas bien. Ils m'ont ramené chez moi en voiture, etc. Parce que je devais rentrer en stop en plus. Enfin, clairement, ils m'ont pas laissé, finir la journée comme je l'avais prévu. Et, euh, et en fait, de cette mésaventure, je me suis dit, ok, quand tu pars seul, il y a un vrai risque en fait, parce que là, en plus, c'est arrivé à un moment où voilà, je partais sur un week-end. Pour moi, il y avait aucun risque apparent. Et en fait, même quand tu t'y attends pas, le risque peut frapper à tout moment, tu vois. Encore une fois, je pense par un peu stupidité de ma part, de pas me renseigner ou de pas prendre plus d'eau en amont, tu vois. Ça part toujours d'une erreur souvent, mais pas toujours. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment servi de leçon et je me suis dit, ok, bon, bah, en fait, partir seul, c'est peut-être pas, en tout cas dans certains environnements, c'est peut-être pas la meilleure des choses. T'es peut-être encore trop inexpérimenté ou, enfin, tu vois, tu te remets forcément en question dans ces moments-là. Et, et en fait, d'avoir aussi vécu cette expérience de partir seul, je trouve que bah, c'est très introspectif, mais t'as pas cette notion de partage. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de toutes ces aventures-là. J'adore les vivre pour moi, mais j'adore aussi le partage que ça engendre. Et, et d'avoir connu parfois un peu les deux, je préfère partir à deux ou à trois. Euh, Pas trop non plus, parce qu'après, voilà, enfin, tu profites pas non plus autant. Enfin, ça peut être compliqué de partir à 6-7 personnes. Perso, je l'ai jamais fait. Je sais pas ce que ça peut donner, mais ça m'attire un peu moins. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de la question, comment on gère justement le fait de partir à plusieurs? Bah, tu l'as dit, en fait, il faut extrêmement bien s'entendre déjà dans la vie quotidienne. Et après, sur place, enfin, c'est des ajustements. Là, avec Flo, par exemple, en Suède, dans le Sarek, bah, en fait, il faut réussir. En fait, c'est de la cohabitation, tu vois. Euh, c'est comme quand tu vis en coloc, il faut apprendre à vivre avec les personnes qui vivent sous le même toit que toi. Bah là, en aventure, c'est un peu pareil. Sauf que tu es réellement coupé du monde. Donc pendant 15 jours, tu vis avec une seule et même personne. T'as aucun autre contact avec d'autres humains. Ça peut être compliqué, donc je pense qu'il faut vraiment bien se connaître. Il faut vraiment laisser des temps off et des temps morts à l'autre personne quand elle en ressent le besoin. Il faut que chacun puisse avoir quand même un peu voilà ses temps à soi. Donc même si on est 24 heures sur 24 ensemble, il faut parfois juste couper et puis ne pas se parler, laisser l'autre se reposer quand il en a envie, etc. C'est plein de petits ajustements. Et puis pour que l'aventure se passe vraiment bien, il faut que chacun, avant le départ, que chacun ait bien en tête les motivations et les raisons qui nous poussent à partir. Parce que s'il y en a un des deux qui flanche pendant l'aventure, il entraîne l'autre un peu dans sa chute. Donc ça, il faut être clair là-dessus, sur ces aspects-là, et se dire que bah, on sera là l'un pour l'autre coûte que coûte, mais avoir bien conscience dans ce dans quoi tu te lances en fait. Et, après, voilà, c'est de la communication. Nous, on a cette chance avec Flo d'être très. Je pense qu'il faut aussi une sorte ouais, une bonne capacité d'adaptation où tu t'adaptes à l'autre, tu t'adaptes à ton environnement. Et, euh, et voilà, quoi, on n'est pas chiant, je veux dire, on s'adapte bien l'un à l'autre, ouais, on se comprend, tu vois, on sait quand l'autre a un peu plus besoin de répit, donc c'est ça en fait, juste tu t'adaptes à l'autre et tu respectes ses envies du moment, et puis quand ça va pas, il faut se dire les choses, tu vois, nous, parfois, ça nous arrive de faire des sortes de sessions de reproches le soir, de se dire bah tiens ce matin j'ai pas vraiment aimé ce que tu m'as dit là ou ce que t'as fait. Enfin voilà, c'est de la communication, c'est comme un peu de la gestion de conflit. On essaie de pas se prendre la tête sur le moment, mais il y aura forcément un moment dans l'aventure où on va se dire clairement les choses pour que justement pour les prochaines fois ça se passe mieux, et qu'en fait à force d'essais-erreurs, tiens, là on a fait ça, ça a pas trop marché, bah comment on va faire la prochaine fois pour mieux s'entendre sur tel sujet, tu vois. Et là je vais prendre un truc qui me vient en tête.
lors des aventures, il faut toujours ramener des images, par exemple, tu vois. Et, et en fait, on a chacun nos rôles. Moi, par exemple, je suis plus sur la photo, Flo est plus sur la vidéo, mais on a deux manières totalement de faire. Moi, je suis beaucoup plus minimaliste dans ma prise d'image, et Flo, lui, il veut capturer beaucoup de choses, mais ce qui est tout à son honneur, parce que c'est ce qui fait ensuite la richesse de la vidéo ou de tes supports de com que tu vas pouvoir après proposer et puis diffuser au retour de l'aventure. Et tu vois, parfois, c'est des petits ajustements qu'il faut faire. Il faut que moi, je prenne en compte le fait qu'il va faire beaucoup plus de pauses pour faire des vidéos. Et lui, il faut aussi qu'il accepte le fait que, tiens, tel endroit, je l'ai pas photographié parce que sur le moment, j'avais pas l'envie de photographier cet endroit en particulier parce que ça m'inspirait pas ou moins. Donc, tu vois, c'est des ajustements. Et là, en l'occurrence, on avait une discussion sur nos façons de faire. Et puis ensuite, tu t'adaptes et t'acceptes que l'autre soit comme ça. Et en fait, c'est de la tolérance, c'est de l'acceptation et c'est de la communication. C'est hyper inspirant et intéressant ce que tu dis et ça me fait penser, aux difficultés que tu peux rencontrer, dans un couple en fait, hein, dans des moments, qui peuvent être parfois difficiles où tu manques, de sommeil, et c'est là souvent que viennent, les conflits, quand tu es plus étanche comme on dit. Mmh. Heu, alors ça fait déjà, 1 heure qu'on discute. On a donné quelques petites bribes d'infos sur cette expédition. Hem, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment est-ce qu'elle est née? Alors déjà de rappeler où c'est le Sarek, et puis de nous raconter un peu cette aventure parce que dans le mail que tu m'as écrit, j'ai l'impression que tout n'a pas été, heu, rose. Vous avez eu quand même quelques galères, donc est-ce que tu peux nous raconter tout ça, s'il te plaît? Bien sûr. Cette expédition, en fait, elle est née en janvier 2000. Enfin, l'envie de partir déjà avec Flo et de vivre une nouvelle aventure, elle est arrivée en décembre 2021. Euh, il venait sur Annecy comme ça pour me rendre visite. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que lui comme moi, on avait cette envie de repartir en aventure. Pour tout dire, en fait, au départ, on avait envisagé un tout autre trip. On pensait partir en Mauritanie, essayer, pourquoi pas, d'acheter je sais pas, des chameaux ou autres pour faire une traversée du désert, dans le désert de l'Adrar. Enfin voilà. Euh, on partait vraiment de rien en fait. On avait simplement cette petite étincelle qui nous disait tiens, on a envie d'aventure. Quelle sera la prochaine aventure? On a quelques mois de préparation devant nous. Où est-ce qu'on part? Et finalement, en fait, en faisant nos recherches, chacun de son côté, etc. En fait, très rapidement, on s'est dit bon, on va pas partir trop loin parce que il y a toujours cette pandémie là qui nous pend un peu au nez et puis on voulait pas se retrouver voilà à devoir partir trop loin en prenant ce risque que du jour au lendemain le pays ferme ou qu'on soit bloqué. Il se trouve que la Suède était particulièrement pas laxiste, mais en tout cas souple sur ses mesures, sur ses modalités d'entrée. Donc encore une fois, on en revient au Grand Nord, tu vois. Flo, lui aussi, a réalisé une aventure en Islande. Il a vécu aussi au Canada. Donc on a un peu ces mêmes attraits pour ces territoires. Et donc on a tout de suite, en fait, on est tombé, je crois, sur un article qui parlait du Sarek. Et le Sarek, nous, on en avait entendu parler parce que c'est un endroit très très sauvage. En fait, c'est un parc national en Laponie suédoise, donc au-dessus du cercle polaire arctique, c'est à 67 degrés nord. Euh, c'est un parc national qui est réputé comme étant un des derniers endroits sauvages d'Europe. Et on entend aussi parfois, enfin on lit parfois à certains endroits que c'est le plus grand désert glacé d'Europe. Donc déjà, tous ces titres-là, enfin, ça suscitait une sorte de curiosité chez nous. On se disait, ok, un des derniers endroits les plus sauvages d'Europe, c'est quand même cool de se rendre dans cet endroit-là. Nous, justement, qui sommes à la recherche du sauvage, de ces grands espaces vierges et dénués un peu de monde, tout simplement. On aime se retrouver dans des endroits et puis connaître un peu ce sentiment de solitude, même si on part à deux, on peut quand même connaître ce sentiment.
Donc ça nous a tout de suite, on va dire, intéressés. On s'est beaucoup renseigné sur cette destination. Puis en fait, très rapidement, d'un commun accord, on s'est dit très bien, ce sera notre destination. Donc le Sarek, ça reste relativement grand et étendu. En fait, c'est un lieu qui sert aussi de transhumance pour les Samis, qui sont un peuple justement de Laponie, et en fait qui traversent ce désert-là avec leurs élevages de rennes. C'est des éleveurs de rennes, et ils font comme des grandes transhumances où en fait ils traversent ce territoire-là. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah tiens, on va faire une expé sur un peu les traces des Samis en Laponie. Enfin voilà, nous, c'était quelque chose qui cultivait un peu ce sentiment d'ailleurs et cet exotisme un peu, si on peut dire ça. Et en fait, on a tout de suite trouvé un itinéraire. Donc là, on est en janvier 2021 et on commence la préparation de l'expédition. Et ça a commencé par définir, on avait l'endroit, fallait qu'on définisse un itinéraire. Il faut savoir que nous, on voulait partir du coup en ski poulka. Donc la poulka, c'est ce traîneau, cette sorte de luge que tu traînes derrière toi dans laquelle tu as tout ton matériel, parce que ces expéditions nécessitent vraiment pour le coup beaucoup de matériel. On voulait faire une aventure en ski poulka, donc une traversée hivernale. Donc on avait une fenêtre, on va dire, euh, entre février puis jusqu'à mi-avril. Mais même mi-avril, ça commence à être compliqué parce que dans le Sarek, tu as beaucoup de lacs et de rivières, donc qui sont gelés l'hiver, mais qui au printemps et au début d'été commencent à dégeler. Et il fallait absolument pas qu'on tombe dans cette période-là parce qu'après chaque traversée de lac ou de rivière en fait devient une galère absolument dangereuse déjà. Et puis même t'as pas envie de te retrouver dans une rivière ou un lac gelé. Donc voilà, on s'est dit que partir fin mars ça pourrait être bien, ça nous laissait le temps de préparer cette expé. Et pour le niveau de glace des lacs et des rivières, on était plutôt serein. Donc de là, il nous restait donc à créer cet itinéraire. On n'a rien ouvert du tout. En fait, nous, on a trouvé une trace sur Internet en se renseignant. Voilà, c'est une expé qui a déjà été réalisée, hein. Nous, on faisait pas du tout une première ou autre. C'était pas spécialement notre objectif. Donc on a trouvé une trace, on l'a téléchargée, voilà, on l'a mis sur notre GPS de rando. Donc de là, on avait l'endroit, l'itinéraire, la période, on avait plus ou moins tout. Il fallait justement qu'on sache comment se rendre jusqu'au point de départ de l'expédition, qui est Ritsem. Donc c'est une toute petite station, voilà. Et en fait, notre traversée, donc c'était de Ritsem à Salto Luokta, et une traversée de 135 km en passant en plein cœur du Sarek. Et, Alors, et comment est-ce que je te coupe parce que j'ai l'impression que là t'es parti. J'ai juste une question. Enfin, ouais. tu dis que tu traverses des lacs en ski, poulka. Comment tu prépares ça? Enfin, la glace, ça se jauge. Enfin, j'imagine. Faut avoir. Tu vois, un peu enfin, je sais pas, moi, je m'aventurerais pas, en fait, sur un lac comme ça, alors je sais pas, peut-être, tu me diras si on me dit que c'est sûr et certain, ça s'écroulera pas. Mais tu vois, enfin, il y a faut savoir lire la glace. Comment est-ce Ouais. qu'on se prépare à ça, en fait? Exactement. En fait, c'est comme tout en fait. Enfin, il y a dans toutes les activités outdoor, tu as une sorte de lecture du terrain. Au final, c'est pareil pour les lacs. En fait, tu as différentes échelles. Tu vois, on dit que un lac avec une épaisseur de 7 cm de glace, c'est suffisant pour qu'un humain puisse se déplacer sur la glace. Un lac avec 12 cm de glace d'épaisseur, c'est OK pour qu'une motoneige passe sur le lac. Et puis à 50 cm de glace, tu as carrément un petit camion qui peut rouler sur le lac sans problème. Donc une fois que tu as ces échelles-là, euh, en fait c'est plutôt simple parce que toi tu peux plus ou moins avec l'œil déjà essayer de voir, de jauger un peu l'épaisseur de glace. Et puis en fait ce qui est beaucoup plus pratique dans le Sarek, c'est que en fait on avait vraiment deux passages particulièrement on va dire un peu dangereux, ou en tout cas des longues, tu vois, des traversées où pendant plus de 4 heures tu traverses un lac parce que le lac fait plus de 10 km de largeur.
Et ça, on avait 2 passages comme ça. Mais ce qu'ils ont fait et qui est très bien, c'est qu'en fait, ils ont balisé sur le lac un itinéraire avec des poteaux rouges que tu te contentes de suivre, et ils ont mis un panneau à l'entrée du lac indiquant la date de la dernière mesure de glace ainsi que son épaisseur. Et nous, quand on est arrivé, il y avait 50 centimètres de glace apparemment sur le lac. Il y avait eu, je sais pas, 5-6 jours d'écart entre la dernière mesure et le moment où nous, on se trouvait devant le lac. Donc, c'était plutôt rassurant. Ah ouais, Et donc t'es large. c'est large. Bah, 50 centimètres, du coup, il y a un petit camion qui peut passer sur Hmm. le lac, apparemment. Sauf que nous, malheureusement, et ça, c'était le premier jour de l'expé, quand on est arrivé sur les abords du lac, il y a un whiteout total qui s'est levé. On voyait strictement rien, on avait zéro visibilité. Alors, Et whiteout, c'est... c'est en fait une sorte de brouillard blizzard qui envahit toute l'atmosphère, et donc c'est un brouillard dans lequel tu évolues et tu sais, tout devient blanc. Tu distingues plus vraiment le sol du ciel. En fait, t'as plus vraiment de repères visuels et tu te retrouves en fait dans un blanc qui t'entoure de toutes parts, et tu peux te sentir un peu, bah, pas désorienté, mais en tout cas pour s'orienter, c'est problématique parce que t'as plus de repères visuels. Tu sais plus si vraiment tu vas tout droit, si tu dévies de ta trajectoire. Donc ça complique tout. Et nous, on s'est retrouvés dans ça, justement, dès le premier jour. Ce qui a fait qu'en fait, dès les premiers mètres, on a totalement dévié du chemin balisé. Et on s'est retrouvés au milieu du lac, sans repère visuel, loin de tout balisage, sur une glace plutôt fragile, en fait. Parce que on avançait sur ce lac, et en fait, on était en plein milieu du lac. On voyait notre avancée sur le GPS, tu vois. Et, euh, et donc, on était au milieu du lac. Donc là, on voit rien. À 360 degrés, c'est que du blanc. Tu distingues plus rien. Et d'un coup, je fais un pas et j'entends la glace qui craque. Et, euh, et donc de là, je me dis, ok, est-ce que j'ai bien entendu? Il y avait beaucoup, beaucoup de vent aussi, ça soufflait. Donc je me suis dit, c'est peut-être le bruit du vent qui a claqué contre quelque chose, je sais pas. Je fais un deuxième pas et là, j'entends vraiment un bruit de craquement. Vraiment, pour le coup, c'était audible. C'était vraiment un craquement de glace. Donc je dis à Flo, je crois qu'on traverse une zone plutôt fragile, fais attention, et on continue, on progresse, et jusqu'à un certain point où en fait c'est des fissures qui se sont créées sous nos skis et qui commençaient à nous entourer de toutes parts. Et là, dans ces moments-là, pour le coup, tu as un stress intense qui monte et tu J'allais te le dis, dire. Le stress. ouais, parce que là, tu te sens vulnérable, tu te dis, ok, j'ai 50 kilos dans ma poulka, moi j'en pèse 80, la glace fissure autour de moi, rien que la pensée de se retrouver dans le lac avec la poulka qui t'attire dans le fond, cette pensée, enfin, c'était terrifiant sur le moment. Et en fait, de là, tu vois, je tape avec mon bâton sur la glace et je vois que ce bâton-là, en fait, plutôt que de taper solidement contre la surface comme c'était le cas jusqu'à présent, le bâton s'enfonce dans cette glace et fait remonter une fine pellicule d'eau sur la surface. Et donc là, je me dis, ok, on est peut-être sur une partie du lac qui commence à dégeler parce qu'on est fin mars. Quelques jours avant qu'on arrive, il y avait eu 5-6 journées avec des températures positives, chose qui n'arrive jamais normalement à cette période dans le Sarek. Donc là, tu commences à faire un peu le lien entre tous ces éléments-là. Tu te dis, ok, est-ce que vraiment c'est moi qui fabule un peu, il y a une autre épaisseur de glace en dessous et j'ai juste pété la première couche de glace? Ou est-ce que véritablement en dessous là, si la glace cède, on tombe dans l'eau? Et en fait, nous, on n'est pas experts, on n'est pas glaciologue, on n'est pas non plus des aventuriers professionnels. Et en fait, là, tu repenses à tout ça et tu te dis, ok, est-ce que j'ai pas franchi un step de trop? Est-ce que j'ai pas franchi une limite? Et sauf que tu penses à tout ça, mais en même temps, tu es au milieu du lac, il y a personne, il fait tout blanc, tu vois rien, il y a le vent qui te souffle dessus, mais en plus, enfin, tu te prends des rafales, vraiment, t'entends pas vraiment ce que ton pote te dit à côté, tu as des fissures sous les skis, et en fait, là, il faut être réactif, il faut arrêter d'intellectualiser, il faut être dans l'action. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est dans un premier temps, on s'est reculé de plusieurs mètres, et avant de reprogresser, on tâtait la glace, et on avançait comme ça, à tâtons, mais on était parti dans l'après-midi. En plus, la nuit commençait presque à tomber, donc on avait cette pression en plus temporelle qui nous disait, les gars, il faut que vous traversiez le lac avant la nuit parce que vous n'allez pas en plus vous retrouver sur un lac dont la glace craque à la frontale. Enfin, c'est une maxi galère.
Donc en fait, on a dû faire des grands détours, parfois accepter le fait de skier sur de la glace qui craque. On se disait, on est dans un environnement arctique polaire, c'est des choses qui doivent être normales. Et en fait, par contre, dès que des fissures apparaissaient, là, pour le coup, ça nous mettait une pression. Donc là, on préférait reculer, se décaler de 50 mètres sur la gauche ou sur la droite, de contourner ces zones un peu plus fragiles. Et en fait, à tâtons comme ça, bah, on a réussi à finir notre traversée. Et voilà. Donc ouais, la gestion de la glace, c'est pas facile. Et tu vois, on n'a pas toujours fait les bons choix. Encore une fois, il y a eu des erreurs. Et, et oui, c'est de la lecture de terrain. Tu vois, tu tâtes, tu t'écoutes. En fait, tous tes sens sont aux aguets, tu vois, parce que moi, parfois, je sentais la glace qui s'affaissait. Donc là, je me disais, ok, tu détournes. Parfois, je tapais avec mon bâton, il y avait de l'eau qui remontait. Donc là, je me dis, ok, bah, c'est pas normal, tu contournes. Et en fait, voilà, c'est un peu, voilà, c'est t'avances progressivement en te faisant confiance et en faisant confiance, enfin, en observant ton environnement et puis en prenant des choix plutôt logiques. Hem, incroyable. C'est hallucinant, cette gestion que tu dois avoir qui doit être, qui demande un mental, quand même, assez hallucinant parce que tu peux vite tomber en panique en fait avec ce blanc comme tu dis, auquel, comme on disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on connaît en fait, on n'a pas grandi avec, ces conditions météo-là, et ça te tombe dessus. Tu t'en as entendu parler mais tu l'as jamais vécu, entre le lire et puis le vivre, il y a une sacrée marche. Exact. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du GR20. J'étais parti quand je suis parti le faire, j'étais avec 2 amis et on s'était dit, avant le départ, s'il y en a un qui se blesse, qui se fait une cheville, ou quoi, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Hmm. Comme ça, c'était dit, c'était clair, c'était évident, et c'était prévu. Là, tu vois, en t'entendant, je me dis, vous êtes 2, avec de la glace qui craque, potentiellement il y en a un qui peut tomber. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose que vous aviez préparé, anticipé et vous vous étiez dit: «Bah, s'il y en a un des 2 qui tombe, l'autre réagit comme ci, comme ça», Exactement. Ouais, ouais, on avait, enfin, tu vois, l'aventure, c'est finalement essayer de d'anticiper tous les imprévus qui peuvent arriver sur place. Mais bien sûr, il y en a toujours qui surviennent que tu avais pas envisagé. Celui-ci, en l'occurrence, on l'avait bien préparé parce qu'on avait lu beaucoup de récits de gens qui avaient fait cette traversée et qui, justement, avaient connu aussi des moments assez compliqués. Et il y a un risque réel. Il y a des personnes, mais qui, tu vois, qui sont déjà décédées enfin, à cet endroit-là. Mais comme sur le GR20, tu vois, il suffit qu'un glissement de terrain survienne et voilà, t'as toujours des risques. Mais nous, on se disait, avec Flo, quoi qu'il arrive, bah, il faut qu'on soit là l'un pour l'autre, effectivement. Donc, nous, en fait, on avait une corde de secours chacun. Enfin, on avait tous les deux une corde de secours dans nos sacs, à proximité directe, au cas où l'un d'entre nous tombait dans la glace, enfin, tombait dans le lac. Puis on est parti aussi avec un téléphone satellite qui nous permettait, enfin c'est un GPS à communication satellite, c'est différent, je peux pas appeler mais je peux envoyer des messages et je peux déclencher un SOS, donc faire intervenir des secours, peu importe où je me trouve, même s'il n'y a pas de réseau, ça passe par le réseau satellite et ça informe la base la plus proche. Donc en fait, notre plan d'action, il était simple. S'il y en a un de nous deux qui tombe dans l'eau, bah, déjà, tu décroches, premier réflexe, on s'était dit, s'il y en a un de nous deux qui tombe, bah, on a deux mousquetons qui nous retiennent à la poulka. Donc déjà, tu te décroches et tant pis, tu laisses ta poulka couler au fond du lac, on s'en fout. Déjà, tu te retires 50 kilos, puis ensuite, l'autre intervient immédiatement, mais enfin, tu vois, faut faire attention parce que si la glace a cédé à ce moment-là, est-ce que moi je me rapproche vraiment de l'endroit où il y a le trou? Enfin, c'est plein de choses, mais j'imagine, nous, c'est pas arrivé, fort heureusement. Donc, on n'a pas eu à le faire, mais tu vois, j'imagine que tu as comme un instinct de survie qui survient à ce moment-là et qui te dicte un peu les comportements à avoir. Mais en tout cas, voilà, nous, on avait envisagé de justement secourir l'autre avec la corde de secours qu'on avait dans le sac, le sortir du lac, puis après j'imagine que tu sors ton sac de couchage, tu sors ta tente, l'autre enlève ses vêtements, moi j'appelle les secours, puis on essaie tant bien que mal de réchauffer la personne qui est tombée dans l'eau avec en allumant le réchaud, enfin voilà, il y a différentes solutions.
Mais pour le coup, c'est vraiment de la gestion de l'imprévu et c'est gérer de l'urgence en fait. Et heureusement, j'ai jamais eu à le faire en aventure. Et, et heureusement, et je croise les doigts que ça n'arrive jamais parce que c'est pas des situations dans lesquelles on a envie de se retrouver, même si on part en aventure, même si on sait qu'il y a des risques. Finalement, comme tu le disais tout à l'heure, on le lit parfois dans les livres et on sait que ça peut nous arriver, mais quand on y est confronté, finalement, tu veux pas affronter tout ça. Enfin, tu sais que ça peut arriver, mais en fait, au moment où ça arrive, t'as comme envie de le rejeter. Enfin, clairement, dès que nos vies sont en jeu, on passe dans une autre dimension et nous, clairement, on recherche pas ce risque extrême, tu vois. Mmh. Oui, j'imagine parce que enfin, personne n'a envie de vivre, ce type d'événement évidemment, C'est ça. mais c'est encore une fois, c'est hyper, important de l'avoir, préparé, anticipé et puis de ne pas faire en sorte que enfin, de se dire, «Ça arrive qu'aux autres», quoi Ouais, et ouais, ouais. ouais. Mmh. Donc hyper intéressant le fait de enfin, de voir comment vous avez géré ça. Hem, Tu vois, moi j'ai le syndrome de Raynaud, je sais pas si tu connais ce syndrome-là qui est dû à une Non. mauvaise c'est une mauvaise circulation du sang et qui occasionne les extrémités, heu, blanches et je peux plus me servir de mes mains en fait, quand il fait OK. un peu froid. Donc je suis vraiment très admiratif de votre gestion du froid. Heu, Comment est-ce que justement vous avez, géré ça? Parce que, en fait, on entend souvent, tu sais, des des froids glacials. Là, tu m'as quand tu m'as écrit, tu m'as mis jusqu'en dessous de -20 degrés. Enfin, ça paraît complètement abstrait en fait, hem, parce que tu vois, quand il fait 0 degré, on a déjà froid, 20 degrés en dessous, mais Mmh. comment tu gères ça en fait? Bah, en fait, je crois que c'est Mike Horn justement qui disait ça, qui disait que si t'as froid, c'est que t'es mal habillé ou mal équipé. Et il a pas totalement tort. En fait, il y a beaucoup de techniques qui existent pour justement lutter contre le froid. Tu vois, nous, en France, sous nos latitudes, quand il fait 0, oui, on a froid, mais c'est parce que on n'a pas de vêtements techniques sur nous. Enfin, tu vois, on va mettre un pull, voilà, un manteau, mais c'est pas nécessairement ce qui est le plus adapté. On fait plus attention à notre style que à notre confort au final, tu vois. Donc en aventure, c'est différent. Le style, clairement, bah, on en a rien à faire et tu t'habilles de façon technique. Donc tu vois, avec cette fameuse technique de 3 couches où tu vas mettre une première couche très proche du corps, souvent en laine de mérinos, une deuxième type polaire pour conserver la chaleur, une troisième type isolation, donc une doudoune, et t'achètes de l'équipement adapté. Nous, on savait que potentiellement, le mercure pouvait descendre jusqu'à -20, peut-être un peu en dessous la nuit. On mesurait, bon, on avait un thermomètre, mais on mesurait pas nécessairement tous les jours. Donc voilà, tu t'équipes en fonction. Nous, on avait des doudounes qui permettaient, en activité en tout cas, de pouvoir skier jusqu'à du -30 degrés. Nos sacs de couchage, on avait pareil, on avait prévu des sacs de couchage avec une température de confort de -20 degrés. On avait un tapis de sol, puis un matelas gonflable qui nous permettait justement d'additionner les air-values et en fait d'avoir une isolation de confort de -30 degrés aussi. Donc finalement, avec tout cet équipement-là, t'arrives à, t'arrives à t'adapter à ce froid. Après, je t'avoue que bah, c'est assez quand même, enfin, dans plusieurs situations, enfin, en fait, il faut accepter mentalement et physiquement d'avoir froid tout le temps. Nous, je pense qu'on a eu, tu vois, ouais, le plus grand froid qu'on ait eu, c'était la nuit, tu vois, le soir, ça pouvait tomber -20, -22, mais ça arrivait pas non plus tous les soirs. Mais c'est le fait d'être dans le froid constant pendant quasi, nous, en fait, l'aventure a duré 10 jours, mais après, on est resté 2 jours supplémentaires à attendre un bus et on est resté dans notre tente, tu vois, pendant 2 jours. Donc c'est 12 froids, on va dire, vraiment 12 jours, pardon, d'immersion dans le froid. Bah, le corps s'adapte. Au début, t'as très très froid, oui, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un processus naturel chez l'homme qui en fait s'adapte à son environnement au fur et à mesure du temps. Et c'est pas que tu l'oublies, ce froid, il est toujours présent, mais tu l'acceptes beaucoup mieux. Et tu le rejettes pas, t'es plus dans l'acceptation. Bon bah ok, il fait froid de toute façon, je peux rien y faire. C'est pas une composante sur laquelle moi j'ai un contrôle. Donc juste je l'accepte et je fais en sorte d'avoir le moins froid possible en cumulant les couches.
en me mettant dans mon sac de couchage, tu vois, le soir dans la tente plutôt qu'être juste assis dessus. Enfin, c'est de la gestion, mais honnêtement, oui, on a eu très froid. Je pense qu'on a eu des débuts d'engelure parce qu'on est rentré avec des pertes de sensibilité sur le bout des doigts et sur les orteils. Mais ça, j'imagine que c'est des choses plus ou moins normales. On vit dans un environnement qui est totalement humide, mouillé tout le temps. Tu vois, même quand on est dans la tente, finalement, avec la condensation, parfois il y avait plus de 30 centimètres de neige qui tombait la nuit. Bah, la tente, elle est couverte de neige, ça condense et ça tombe sur ton sac de couchage. Donc toi, t'es humide, t'es mouillé, tes affaires sont gelées, voire mouillées tout le temps. Sur 10 jours, il faut les faire sécher tout le temps, tous les jours dans le sac de couchage. Enfin, c'est de la gestion. C'est ça. Quel enfer! Ouais, bah, pour le coup, ça change tellement de notre quotidien, mais c'est ton seul problème à gérer, en fait. T'as pas beaucoup de, c'est un mode de vie qui est très monotone. T'as quelques tâches chaque jour à réaliser, et une de tes tâches, bah, c'est ça, c'est de faire sécher tes affaires dans le sac de couchage grâce à ta chaleur corporelle, et c'est faire sécher tes affaires comme tu peux. Après, bon, nous, on était C'est comment, comme tu peux? Euh, bah, par exemple, tu vois, typiquement, bah, la meilleure technique, vraiment, c'est de mettre toutes tes affaires qui sont mouillées ou qui sont humides, tu les mets la journée, enfin, nous, on skiait pas en doudoune, mais tu les mets dans les poches de ta doudoune le soir quand tu la portes sur toi. Et en fait, comme ça capte toute ta chaleur corporelle, bah, finalement, si tu mets des gants mouillés ou si tu mets, je sais pas, un t-shirt mouillé ou autre dans les poches de ta doudoune ou contre toi, bah finalement ça va sécher au bout de quelques temps. La nuit, dans mon sac de couchage, je me retrouvais finalement avec des choses mais totalement incongrues. Je dormais avec à côté de moi un gruyère ou un comté, puis avec un t-shirt ou une Gore-Tex, puis avec un appareil photo, un téléphone satellite. Enfin, en fait, tu mets tout et n'importe quoi dans ton sac de couchage. Mais c'est la seule solution pour éviter que ça gèle ou que ça prenne l'humidité. Et du coup, bah, tu mets toutes tes affaires au plus proche d'une source de chaleur. Donc, en l'occurrence, c'est toi, la source de chaleur. Ou alors le réchaud, parfois, quand on faisait fondre de la neige, bah, tu vois, tu mets une paire de gants ou voilà, t'essaies de suspendre au-dessus de la tente des petits trucs. Bon, ça marchait moins que la technique du sac de couchage ou de la doudoune. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Mmh. Ouais, on trouve des solutions, des techniques, pour s'adapter. C'est Et ça. c'est, j'ai enregistré un épisode avec, Blaise Dubois qui a fondé la Clinique du Coureur, et qui disait que le corps s'adapte à tout, donc pour appuyer, ce que tu disais tout à l'heure sur, le fait que les premiers jours étaient un peu compliqués et puis au final, le corps s'y fait, Mm. s'adapte. Alors quelles ont été justement les plus grandes, difficultés, que vous avez eues? Alors tu nous as raconté le début de l'aventure avec Mm. le passage sur ce lac gelé où vous avez failli, aller nager, à quelques reprises. Et est-ce qu'il y a eu d'autres galères, difficultés comme ça, qui Ouais, vous sont ouais, arrivées? clairement. En fait, il y en a eu trop, je dirais deux, ouais, non, trois ou quatre. Et en fait, c'est drôle, mais elles sont toutes intervenues au début de l'aventure. Et moi, quand je raconte cette expé, je dis vraiment que cette expé, en fait, elle a vraiment eu deux parties. Moi, je la divise en deux parties. Vraiment une première partie d'aventure très compliquée, avec des conditions climatiques vraiment en notre défaveur, puis je vais te raconter, mais voilà, des choses qui se sont produites qu'on n'avait pas imaginées, qui ont fait que compliquer l'aventure. Et une deuxième partie d'aventure beaucoup plus douce, loin du côtoiement de l'extrême des premiers jours, qui nous ont permis finalement de profiter beaucoup plus des paysages, beaucoup plus de ce cadre un peu exceptionnel dans lequel on évoluait. Mais ouais, les premiers jours, bah, donc il y a eu cette traversée de lac qui vraiment nous a marqué. Et en fait, dès le deuxième jour, je me suis blessé. On avait un pont à traverser, un long pont de 50 mètres, mais nous, avec tout notre équipement, bah, nos skis, la poulka, etc., on a dû faire des portages en fait. On a dû déchausser les skis, les emmener de l'autre côté, puis retraverser le pont pour prendre la poulka, pour l'emmener. Enfin voilà, faire plusieurs allers-retours pour juste traverser ce pont. Et moi, je l'ai traversé une première fois pour aller déposer mes skis de l'autre côté. Et je me suis retrouvé juste en chaussures de ski à marcher en fait sur de la glace, enfin sur de la neige. Je pensais que c'était de la neige, et en fait, il y avait une fine pellicule de neige qui recouvrait une plaque de glace.
Et vraiment stupidement, hein, j'ai glissé dessus et en fait, je suis tombé de tout mon poids sur la main droite et elle a absorbé tout le choc. Sur le moment, j'ai pas vraiment fait attention, tu vois. Je pense qu'il y avait un peu, c'était à chaud, il y avait de l'adrénaline un peu. J'ai pas fait attention, mais en fait, le soir, au moment de monter le camp, j'ai senti comme une douleur assez vive. Et en fait, j'ai vraiment, j'ai retiré mes gants, j'ai regardé ma main, et en fait, il se trouve qu'elle avait gonflé. En fait, elle faisait 2 fois sa taille initiale. Et en fait, je sais pas, même à ce jour, ce que je me suis fait, si c'était une entorse, si je m'étais tordu le poignet ou je ne sais quoi. Mais il se trouve que pendant même au retour de l'expé, pendant 5-6 jours, même là, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai encore des douleurs. Donc, en fait, j'ai dû faire toute l'expédition avec cette main, qui avait doublé de volume et du coup qui avait entraîné une perte de mobilité et je pouvais pas en fait sans douleur plier la main ou la déplier à ma convenance. Donc ça a fait que compliquer l'aventure et en tout cas dans toute notre routine quotidienne de montage de camp, démontage de camp, c'était l'enfer. Et ça fait partie des choses qui ont compliqué cette aventure, des choses inattendues, tu vois, justement, on parlait d'inconnu ou d'imprévu, là, pour le coup, c'était un imprévu, j'avais pas, moi, anticipé le fait que je pouvais, enfin, t'y penses forcément, mais encore une fois, quand ça t'arrive réellement, t'es dans le réel, tu vois, là, tu te retrouves le jour 2 de l'expédition, tu te fais une entorse du poignet, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais demi-tour? Est-ce que tant pis, tu prends sur toi et tu vas au mental et tu finis l'expédition avec une main dont l'usage est fortement diminué? Enfin, ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai décidé de continuer et de serrer les dents à chaque fois que je devais utiliser cette main-là et ça l'a fait finalement, tu vois, ça a rendu l'aventure un peu plus compliquée pour moi, mais ça l'a fait. Tu dirais que tu as une résistance à la douleur, plus importante que les autres? Oh non, 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 clairement pas. Non, j'aurais pas cette prétention. Je me blesse rarement, honnêtement, en aventure, et c'est ça qui est frustrant, ou même dans ma vie quotidienne, tu vois. Bon, forcément, je me suis déjà fait comme tout le monde des entorses, des fractures, des choses, mais non, non, j'ai pas une résistance à la douleur qui est plus élevée que n'importe qui. Mais simplement, quand tu te retrouves dans un environnement et que tu dois avancer, tu te poses même pas la question de OK, est-ce que j'ai mal ou OK, est-ce que je vais aller consulter le médecin du coin? Bah non, en fait, juste tu dois avancer parce que tu es livré à toi-même et que c'est simplement toi et seulement toi qui va te sortir de cette situation. Et en fait, t'as juste pas. Là, si pour le coup j'avais le choix, mais c'est est-ce que tu mets de côté tout ce projet d'expédition qui t'a mis 3 mois à monter et à imaginer et dont tu rêves en fait d'en faire la réalisation, ou est-ce que pour au moindre petit obstacle ou à la moindre petite douleur que tu rencontres, tu abandonnes. Et en fait, moi, je mettais le projet sur une échelle d'estime, je plaçais le projet plus haut que de simplement aller consulter un médecin ou faire des radios parce que je m'étais fait une entorse. Donc, je pense que le choix, après, il appartient à chacun, mais je pense que beaucoup de personnes auraient fait comme moi et auraient continué parce que même si ça rend l'aventure un peu plus compliquée, malgré tout, tu peux la réaliser et ce serait dommage de passer à côté du projet pour une blessure qui survient dès le deuxième jour. Mmh. Ouais, c'est sûr que ça ajoute des difficultés, comme s'il y avait besoin de ça. Ouais, c'est ça. Hem, c'est un environnement, encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois, qui est quand même, assez rude, assez intense, auquel notre corps n'est pas habitué. On tu vois, par exemple, les alpinistes, qui vont, se taper des sommets, sans forcément aller jusqu'à l'Everest, mais au-dessus de 8 000, bref, il y a des zones comme ça où on appelle ça la zone de la mort, où on ne sait pas, en fait, tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas comment notre corps va réagir. C'est sur le Mont Blanc, c'est pareil, enfin, ça reste des altitudes quand même beaucoup moins hautes, mais il y a des gens qui sont capables, parce que leur génétique, leur anatomie est faite ainsi, ils sont capables de monter, de redescendre, sans aucun problème, sans aucune douleur, à la tête, sans le mal des montagnes, enfin bref. Et c'est comme ça, c'est inné. Est-ce que, dans cet environnement-là qui était, inconnu pour vous, vous avez dû vous nourrir d'une certaine façon, pour s'adapter à ce froid? Parce que tu le disais, ton corps, c'est ta source de chaleur, mais cette source de chaleur, faut bien mettre du charbon dans la cheminée, quoi, comme on dit. Est-ce que ça vous a occasionné des problèmes auxquels vous attendiez pas, ou au contraire,
tout s'est très bien passé? En termes de nourriture, du coup, tu veux dire? Ouais, en termes de nourriture, en termes de différentes peut-être, je sais pas, maladies, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous sont arrivées auxquelles, Non, heureusement, non, non, pas particulièrement. Nous, on avait, bah, comme tu dis, en fait, dans ces environnements-là, mais nous, tout ça, on l'a appris avant de partir, tu vois. Mais forcément, en fait, tu brûles beaucoup plus de calories qu'à l'habitude parce que, bah, déjà, tu es dans un environnement très froid, donc ton corps doit brûler des calories pour se réchauffer. Et en plus de ça, tu fais 6 à 8 heures de ski par jour. Et ça tous les jours. Donc finalement, tu brûles énormément, énormément de calories. Donc il faut avoir un apport calorifique élevé. Et nous, avant de partir, on avait essayé de calculer justement en se disant, bon, bah, ce serait bien qu'on ingère chaque jour 4000, 4500 calories. Enfin voilà, on avait fait nos calculs. Et donc tous les jours, on avait tant de quantité de nourriture à manger. Et puis généralement, tu le répartis sur toute la journée. Donc c'est ce qu'on faisait, tu vois, et ça marchait plutôt bien. On n'a pas ressenti, enfin si parfois on a ressenti le manque un peu forcément on a ressenti la fatigue, on a ressenti voilà le manque d'énergie. Après on n'a pas eu particulièrement de soucis liés à l'alimentation, à la nourriture, mais mais maintenant oui. Après sans parler de nourriture, la maladie on l'a connue, oui oui parce que tu vois, bon, là, j'ai raconté l'histoire de la blessure concernant les imprévus et ce qui nous est arrivé un peu comme moment compliqué au début de l'expédition, mais il y en a eu d'autres. Le troisième jour, on est tombé dans la plus grosse tempête qu'on ait vécue en fait de notre vie, mais aussi de cette aventure. Des vents d'une extrême violence en fait, et puis encore une fois une visibilité qui avait totalement disparu. On était encore dans cet environnement tout blanc où tu distingues plus rien, tu vois, enfin, tu distingues même plus le relief, tu vois, enfin, donc pour s'orienter, c'est hyper galère. Tu penses suivre une direction, tu regardes sur ton GPS et en fait, tu déviais de 90 degrés. Donc finalement, c'était, pour s'orienter, c'était une galère. Et pendant cette journée-là, moi, j'ai notamment pris des rafales de vent de pleine face, parfois pendant des pauses, quand j'attendais que Flo revienne à ma hauteur ou quand on faisait des checks GPS. Et, euh, et je suis tombé malade en fait. J'ai juste attrapé la crève, tu vois, sans le vouloir forcément. Mais ouais, enfin le début du quatrième jour, je me suis réveillé malade dans la tente. J'avais de la fièvre, zéro énergie. J'avais super froid, beaucoup plus que d'habitude. Et donc en fait, oui, tu vois, ça peut arriver. Bon là, c'était pas lié à la nourriture nécessairement, mais au climat, au vent, voilà. Donc ça arrive, tu vois, que tu sois sur un 8000, que tu fasses l'ascension, voilà, de telle montagne, ou que tu fasses une aventure en terre polaire, ou que tu fasses le GR20 ou autre, la maladie peut survenir et malheureusement, bah, tu dois composer avec. Pour le coup, là, j'ai dû me faire violence. On avait une trousse de pharmacie, donc tu prends des médicaments et t'avances comme un zombie pendant 7 heures sur tes skis, puis t'espères que demain ça ira mieux. Mais c'est des choses qui arrivent. -20, poignée en vrac, malade, Ouais. du plaisir? Bah, honnêtement, pas toujours. Pas toujours. Et je voudrais pas, tu vois, faire l'éloge de l'aventure comme étant justement du plaisir en continu. Non, 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 clairement pas. Là, quand je suis dans la tente ce matin-là, qui fait, bon, peut-être pas -20, mais peut-être -15, que oui, j'ai le poignet en vrac, j'ai super mal et je suis malade, clairement, t'as pas envie de sortir de la tente. Et comme on disait tout à l'heure, il faut que tu en parles à ton acolyte d'aventure. Donc là, en l'occurrence, je disais à Flo, bon bah écoute, je pense que là, ce matin, on va attendre un peu dans la tente. Puis en plus, la tempête gronde dehors. J'avais essayé en plus ce matin-là d'enfiler mes chaussures de ski, mais elles étaient totalement gelées. J'avais arraché sans le vouloir certaines coutures du chausson puis une attache. Donc rien n'allait ce matin-là. Et c'est des choses qui arrivent dans l'aventure. Des fois, il y a des journées avec, il y a des journées sans. Là, j'étais clairement sur une journée qui m'en demandait trop. Et donc, j'ai dit à Flo, écoute, on va patienter quelques heures dans la tente le temps que tout ça passe. Viens, on se repose. Et en fait, impossible de dormir. Moi, je ressassais tout ce qui s'était passé ces 3 derniers jours. Et j'avais envie d'arrêter, j'avais envie d'abandonner, j'avais juste envie de dire stop, on fait demi-tour. Dans 3 jours, on est de retour à Ritsem. Je me loue un refuge, un truc, je me mets au chaud, dans le confort et tout ça. Forcément, t'y penses, forcément, t'as des phases de doute. On reste humain et même si on l'a voulu, cette aventure, t'es jamais prêt en fait
à subir toutes ces choses-là. Et forcément, le doute, parfois, bah, il intervient, puis il suffit de le chasser, tu vois, c'est comme tout. Enfin, tu fais le tri dans tes idées. Enfin, moi, je prenais conscience que j'étais en train de craquer un peu mentalement. Et je me suis dit, bah, je peux pas me le permettre. Là, on est au 3e jour, on est en plein milieu de je ne sais où, parce qu'il fait tout blanc, on n'a toujours pas vu les paysages du Sarek, je sais même pas où on est au milieu de nulle part, dans une toute petite tente, tu te sens vulnérable. Mais tant pis, tu te fais violence. Et là, en l'occurrence, moi, je me suis dit, je peux pas rester là, allongé comme une loque, à avoir ces idées noires. Je sors de la tente, je prends l'air et je me ressource un peu et je chasse le doute de mon esprit. Et c'est ce que j'ai fait. Puis en sortant dehors, bah, déjà, t'es frappé par le vent d'une, mais en fait, ces quelques heures d'attente avaient permis, là, en l'occurrence, au ciel de se dégager. Puis en fait, donc j'ai été frappé aussi par cette beauté qui nous entoure. Et en fait, là, tu sais pourquoi tu es ici, tu sais pourquoi tu vas continuer, parce que bah, justement, tu es venu chercher ces grands espaces, tu es venu chercher cette beauté qu'on retrouve que dans la nature. Et en fait, ça a été ma source de motivation. J'ai dit à Flo, OK, on y va, let's go, on continue. Le temps semble plus clément, il y a une ouverture météo, viens, je mets tout ça de côté et on y va. Et t'avances comme ça. Alors c'est très bien, tu m'offres une transition toute faite parce que je trouve qu'on était, peut-être un peu trop sur le négatif depuis le début, du récit et c'est bien qu'on en parle parce que ça fait partie de l'histoire et ça rend, je trouve, l'aventure et l'expérience, d'autant Mm. plus admirable. Enfin, voilà, moi j'ai une grande admiration, hein, pour ce que vous avez fait, et quels ont été finalement les meilleurs souvenirs si, tu en avais quelques-uns, ou les plus, émotionnellement, Ouais, 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 mais je te rejoins totalement. C'est vrai que là, on a fait une longue aparté sur les moments un peu difficiles, mais parce que c'est important aussi d'en parler, il faut avoir en tête que bah, ils sont présents et que effectivement, tu vois, ça fait partie de l'aventure. Mais et c'est souvent dans justement ces moments-là qui sont un peu mémorables et racontables. Mais clairement, aujourd'hui, après 2 semaines, enfin là, ça fait 2 semaines que je suis rentré, c'est pas du tout ce que je retiens de l'expérience globale. Ça a été des parenthèses. En plus, c'est arrivé au début, heureusement, tu vois. Donc, t'as tendance à retenir un peu ce qui se passe au début et à la fin, généralement d'une aventure ou d'un discours ou de toute autre chose. Mais là, pour le coup, à partir du jour 4 jusqu'au 10e jour, les choses se sont totalement métamorphosées. C'était une toute autre aventure, comme je le disais. La seconde partie de l'expé, elle a été beaucoup plus douce. Et en fait, une fois que j'ai connu tout ça, bah, par la suite, j'ai connu tout ce dont je rêvais et tout ce que je venais chercher en fait dans ces territoires-là. Et on a connu, mais enfin, là, tu vois, je sors de la tente, je fais un tour sur moi-même à 360 degrés. C'était la première fois que les paysages se dévoilaient enfin, mais c'était des paysages, mais d'une pureté, tout était blanc, les montagnes avaient leur manteau neigeux, c'était des grands plateaux, des espaces tellement grands, enfin comme j'avais jamais vu. Et en fait, tu te retrouves toi tout petit, tout insignifiant parmi cette grandeur. Et c'est juste, enfin, comme sentiment, c'est incroyable. Puis en plus, on était absolument seul au monde avec Flo, tu vois. On a vraiment avancé comme ça, évolué dans le Sarek, dans des paysages juste dingues. Et certains soirs, enfin un soir en l'occurrence, on a vu des aurores boréales. Donc ça, c'est pareil, c'est des moments qui sont juste magiques. T'es dans le Grand Nord, dans ta tente, puis là, il y a ton pote qui te dit, ouais, viens voir, je crois que c'est des aurores boréales là dans le ciel. Puis tu sors de la tente et en fait, tu fais face à un spectacle juste prodigieux. Et en fait, c'est tous ces moments-là, ces moments d'émerveillement, de contemplation et de partage, encore une fois. Et en fait, c'est tout ça qui font la richesse d'une aventure et couplé justement au dépassement de soi que tu as vécu les derniers jours, à la fatigue, etc., qui vient un peu progressivement jour après jour. Toutes ces choses-là font que les émotions, elles sont décuplées et tu profites, j'ai l'impression, beaucoup plus de tout ce que tu vis, tout ce que tu vois et tout ce que tu traverses. Et ouais, si j'avais des moments à retenir, bah, c'est tous ces moments de partage où en fait avec Flo, on est juste ébahi devant toute cette beauté et on se dit mais quel privilège, quel luxe que d'être ici tout de suite maintenant et de pouvoir voir ce qu'on est en train de voir. Et on parlait de micro-aventure tout à l'heure.
En fait, c'est ça, c'est juste ces moments où tu te retrouves en fait devant un paysage dont t'as pas coutume, et en fait tu découvres tout ça, et c'est juste fantastique comme sentiment. Ouais, c'est là où tu te rappelles du pourquoi, pourquoi tu es venu, pourquoi tu en es là et tu acceptes beaucoup plus toutes les galères par lesquelles tu as dû passer. Exactement. Hem, donc finalement, la suite de l'aventure, les 3 premiers jours un peu compliqués et le reste, ça s'est plutôt bien passé? Ouais, ouais, ouais. Une météo plus clémente, tu vois, beaucoup plus de ciel bleu, beaucoup plus de paysages découverts. Et nous, c'était très frustrant au début de ne pas pouvoir voir, en fait, ce milieu dans lequel on évoluait. C'était frustrant parce que c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on venait un peu chercher aussi. Mais la deuxième partie, ouais, beaucoup plus intéressante dans le sens où, clairement, ouais, on pouvait vraiment profiter pleinement de tout ce qui nous entourait. Bon, après, tout n'était pas tout rose non plus, tu vois. On a fait des journées off entières dans la tente parce que on s'est retrouvé dans des tempêtes. C'est arrivé ouais, à 2 reprises de passer une journée entière dans la tente. Mais ça fait partie de l'aventure, en fait. C'est ça aussi, les aventures polaires, c'est accepter le fait que parfois t'es bloqué, tu peux pas avancer. Ça fait partie du truc. C'est une expérience en plus, donc tu relativises. Et c'est ça, en fait. Nous, juste cette seconde partie d'aventure, on profitait, tu vois. On était les plus heureux du monde. En plus, on a croisé plusieurs fois des gens au final, tu vois, chose qu'on s'attendait pas. Donc c'est aussi des rencontres qui sont marrantes, qui sont inattendues, tu vois, en plein milieu du Sarek, tu rencontres un groupe de Belges en voyage organisé, tu rencontres des Suédois qui sont clairement des vrais pros avec des camps de base absolument gigantesques avec plein de tentes, tout ça. Enfin, c'est assez drôle, tu vois. Et puis c'est aussi on a croisé des traces d'animaux aussi parfois, donc tu vois, c'est des petits signes où des fois tu te dis bon finalement je suis pas si seul en fait, il y a d'autres humains, tu vois des traces d'animaux, il y a un peu des signes de vie, ça te sort un peu de cette solitude ambiante, et en fait juste tu te dis c'est génial, on est juste là ensemble en pleine nature à vivre une aventure qui est assez forte. Ouais, ouais, c'est des bons moments de partage, c'est des sacrés moments de vie. Et alors justement, tu parles d'animaux, tu vois, par exemple, sur le GR20, on te dit: «Faites attention, les cochons peuvent vous vous piquer votre nourriture». Est-ce que sur ces milieux-là, il y a des dangers particuliers, avec les animaux? Il faut toujours faire un peu attention, tu vois, parce que ouais, dans les terres polaires, bon, tu vois, dans certains territoires, au Spitzberg, au Groenland, tu peux avoir des ours polaires, voilà. Mais nous, là, dans le Sarek, clairement, il y avait pas de risque particulier avec les animaux. On a croisé donc des traces de rennes, des traces de renards, mais on n'a jamais eu de rencontre déjà, donc un peu dommage, mais en même temps, parfois, bon, tu préfères pas tomber sur des drôles de bêtes. On a croisé des gens qui m'ont dit qu'ils avaient croisé un glouton, enfin improbable, tu vois, en faisant l'ascension d'un sommet en ski de rando. Qu'est-ce qu'un Donc, glouton? tu sais, c'est un énorme mammifère. Je saurais pas comment te le décrire, mais enfin, C'est je t'invite un à regarder sur Internet après. C'est vraiment marrant comme animal, mais c'est un mélange de blaireau et d'ours. ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, je pense que tu fais pas le malin, tu vois, quand tu te retrouves à 15 mètres de ça, parce que, encore une fois, c'est des animaux que tu connais pas, en fait. Donc, tu as du mal à anticiper leur comportement, tu sais pas s'ils vont se montrer agressifs ou pas. Enfin, bref, moi, je trouve ça trop drôle et j'aurais bien aimé le rencontrer, ce glouton, mais nous, non, on n'a pas eu cette chance de croiser d'animaux, juste quelques rennes, tu vois, dans le bus, pour aller jusqu'à Ritsem, mais c'est tout. Mmh. Est-ce que, à la suite de cette expérience, de cette aventure, de cette expédition, d'ailleurs, c'est quoi comment tu fais la différence entre aventure et expédition? Il y a Mmh, c'est une bonne question. Pour moi, expédition, ça nécessite plus de logistique. Pour moi, après c'est perso. Je sais pas si c'est réellement ça dans la définition ou dans l'usage, mais j'ai l'impression que les expéditions, c'est un peu plus professionnel, ou dans le sens où ouais, il y a plus de logistique, plus de moyens en fait. Tu sors un peu du cadre d'une aventure. Enfin, l'aventure, tu vois, ça peut être un petit trek. Ouais, expédition, c'est pour moi quand il y a pour le coup là,
Tu vois, nous, il y a eu une vraie démarche de recherche de sponsors, de partenaires. On a essayé de faire financer cette aventure, etc. Et donc, on sortait du cadre où, tu vois, juste tu vas faire le GR20 entre potes parce que ça te fait plaisir. Là, il y avait une vraie construction de projet. Et après toute une gestion de projet et puis là au retour toute une partie médiatisation communication sur le projet. Donc j'ai l'impression qu'Expédition, ça englobe plus tous ces aspects-là, en fait. Ça rend Mmh. peut-être l'aventure un peu plus professionnelle. On vous a suivi, en termes de partenariat? Ouais, on a eu un partenaire qui était Chapka Assurance, donc pour toute la partie assurance et assistance du voyage. Mais c'est tout. Enfin, c'est tout. C'était déjà très bien pour une première expé. Mais après, ouais, on a essayé de contacter, enfin, on a été en contact, on s'est entretenu avec pas mal de potentiels ou sponsors potentiels, mais ça n'aboutit pas toujours. Et si j'ai un conseil à donner justement aux auditeurs, c'est s'y prendre à l'avance. Parce que nous, clairement, enfin, pour ce genre de projet, les marques, elles sont très souvent enclins, tu vois, à t'accompagner, mais il leur faut du temps et il leur faut du matériel de disponible. Par exemple, dans le cas de prêt de matériel, nous, on devait se faire prêter une tente. Et au final, ils avaient plus de disponibilité à nos dates, mais parce qu'on les a contactés un peu tard. Donc, ne pas hésiter à anticiper cet aspect-là. Ouais, puis c'est un truc qui prend énormément de temps aussi, donc Ouais, exactement. Ouais, ouais. ouais. C'est de l'investissement hein, en termes d'énergie, de temps, clairement. Mais bah, c'est ce qui fait aussi la grandeur après de l'expédition. Mmh. Très cool. C'est cette partie, recherche de partenariat, ça c'est aussi un truc dont j'ai pas mal parlé avec, Rémi Camus, dans un Ah épisode. oui. Hmm. Ah ouais, qui était très, ouais, et il disait qu'il c'était parfois un peu galère et puis qu'il relançait, relançait, relançait. Ouais, c'est une course un peu effrénée, mais voilà, encore une fois, c'est une question de persévérance. C'est vrai que t'as pas toujours de réponse, donc il faut relancer. Enfin, c'est investir du temps, mais si ton projet, toi, t'y crois, après, c'est réussir à emmener les gens avec toi et puis essayer de créer une sorte de confiance mutuelle. Raconter une histoire autour de alors Ouais, pourquoi Issoken d'ailleurs? Isoken, ça veut dire désert glacé en suédois. Donc, on trouvait que du coup, ça matchait plutôt bien avec le terrain dans lequel on allait évoluer. Mmh. Ouais, puis ça sonne bien, je trouve. Mais un peu comme tous les les meubles IKEA, tu vois? C'est vrai que ça fait un peu nom de meuble Ikea. Un peu moins rêvé dit comme ça. Non, mais c'est vrai, les mots suédois, je trouve ça sonne plutôt pas mal, ouais. Ishoken. Mm. Ishoken, ça fait aussi il y a un côté street fight aussi, Ishoken. Ouais, Bon, je suis désolé, là, ça fait 1h50, c'est vrai. Top! Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé sur cette, expédition, Ishoken que tu aurais aimé ajouter? Non, 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 je pense on a fait un bon petit tour. Et de toute façon, voilà, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées pour en savoir davantage, enfin, je suis en train de rédiger un récit plutôt complet sur cette aventure, ce qui sortira probablement sous forme d'article. Et Flo, lui, travaille à la réalisation d'une vidéo. Après, en tout amateurisme, hein, clairement, on n'est pas des professionnels ni de l'écriture ni du montage vidéo, mais voilà, on essaie de constituer, on va dire, des supports différents sur lesquels du coup, tout le monde pourra découvrir cette aventure. Et voilà, ça sortira prochainement. OK, bah, écoute, quand ça sort, tu me diras, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Cool. La suite maintenant, j'imagine que vous avez envie, d'aller, vous frotter à d'autres icebergs ou, Ouais, bah, je t'avoue, du coup, enfin, cette aventure, on la considère vraiment comme une belle introduction aux aventures polaires. On a vraiment pu découvrir tous les rudiments propres à ces expéditions dans ces territoires. Donc, c'est hyper intéressant. C'est de l'expérience en plus. Peut-être que il y aura d'autres projets d'expéditions polaires à l'avenir. Là, pour le moment, on va faire une petite pause, tu vois, mais
je suis certain qu'on en refera d'autres dans notre vie, c'est sûr. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour toute cette aventure, ces récits et qui sont hyper inspirants, qui nous évadent un petit peu de notre train-train quotidien rien qu'à les écouter. Merci de m'avoir contacté aussi pour me proposer de prendre le temps de raconter ton histoire. C'était un très très bon moment. J'espère que, chers auditeurs, vous avez apprécié ce moment et puis n'hésitez pas à contacter Marius si vous voulez en savoir un peu plus. D'ailleurs, comment est-ce qu'on te suit? Comment tu es joignable? Dis-nous tout. Du coup, moi, je suis assez présent sur 2 réseaux, LinkedIn où du coup, bon, en tapant Marius Simon, tout le monde devrait pouvoir me retrouver. Et puis sinon sur Instagram, c'est marius.smnn où justement en ce moment, je publie tous les soirs à 18h une photo de l'expé et le petit récit qui va avec jour par jour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et merci François, honnêtement, plaisir partagé. Ravi d'avoir pu contribuer à ton podcast. Et puis je trouve ça important de faire les démarches pour pour rentrer en contact avec certaines personnes et puis raconter cette aventure. Donc merci à toi. Eh ben écoute, avec grand plaisir encore une fois. Merci pour tout et puis maintenant vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Ouais. J'espère qu'on vous a pas donné trop froid. Allez, à bientôt. À bientôt, salut, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!